Un soufflet, je vacille. La vie de sur un fil. On marche sur un fil. Funambule imbécile. On abîme nos vies fragiles. Sur un fil, on marche sur un fil. Nous sommes tous des funambules qui tentons de ne pas perdre l'équilibre. L'équilibre de notre vie, de nos relations sociales, de notre bien-être intérieur. Le nouvel ouvrage de Marjorie Véron, L'équilibre naturel du zèbre, fait le point sur les besoins spécifiques des hauts potentiels et des hypersensibles et nous livre des conseils pour aligner notre corps et notre esprit, notre mental et nos émotions, notre raison et notre intuition. Marjorie, bonsoir. Bonsoir Jean-Michel. Quand on pense au potentiel, on pense souvent au cerveau, mais plus rarement au corps. Puisque tu es avocate de formation et que tu es devenue professeure de yoga par passion, j'aimerais tout d'abord te remercier de prendre la défense de notre enveloppe corporelle et de nous donner des clés pour réinstaurer, voire instaurer, en ce qui me concerne, un dialogue avec notre corps pour nous épanouir pleinement. Merci Jean-Michel pour cette introduction et rappel une partie de mon parcours, effectivement, avocate de formation, devenue prof de yoga. Et puis après, le parcours a continué vers encore le corps, la médecine au naturel et puis les émotions, les pensées. Et j'ai réintégré tout ça par la suite dans quelque chose un accompagnement plus complet pour les hauts potentiels aujourd'hui, parce qu'en chemin, je me suis découverte au potentiel et ça a un peu révolutionné mon monde. Et c'est une grande partie de tout ce que j'ai appris sur le chemin que je partage dans ce livre. Tu écris, page 25, « Nous ne réagissons pas au présent en fonction de la réalité, mais en fonction d'une mémoire, d'un programme qui nous fait agir parfois de façon peu appropriée aujourd'hui. » Est-ce que tu penses qu'on peut guérir de son enfance ? Pour faire allusion à Jean Ferrat, évidemment. Oui. Est-ce qu'on peut guérir de son enfance ? Je crois que c'est un chemin de vie. Est-ce qu'on peut guérir de son enfance ? On peut cicatriser. Après, comme toutes les cicatrices, elles restent sensibles au toucher. Donc, je pense que oui, on peut guérir de certaines choses, mais ça n'en fera pas moins des zones peut-être un peu plus sensibles que d'autres. Dès l'introduction, il y a une précision que j'aime beaucoup, qui est le fait qu'on n'est pas trop, mais qu'on est très. Ça, c'est vrai que c'est très important de le dire, qu'on a souvent des remarques, « Ah, tu es trop ceci, trop cela ». Non, on n'est pas trop, on est très. Voilà. Je pense que c'est important de le mentionner. Parce que dans trop, il y a une notion de comparaison, comme s'il y avait une norme et qu'on allait au-delà de cette norme. Alors que dans la notion de trait, c'est plus une notion d'échelle, on ne sait pas trop où est le haut, où est le bas. Effectivement, on est très sensible, parfois très intelligent, très cultivé dans certains domaines, très curieux, très passionné, très intense dans plein de choses dans la vie, que ce soit la vie familiale, professionnelle, amoureuse. Et c'est toute cette intensité qui nous caractérise avant tout, je pense, pour les hauts potentiels. Et qui fait que ces blessures de l'enfance, la réflexion se poursuit dans ma tête au fur et à mesure des questions, et qui fait que ces blessures de l'enfance peuvent aussi avoir une intensité toute particulière, mais qui font aussi notre singularité. Donc, je crois que cette intensité, elle est belle à partir du moment où elle ne nous submerge pas constamment. Fondamentalement, ton livre que je présente ici est un guide de voyage. Et je ne sais pas trop si je dois te remercier, en fait, parce que le voyage intérieur, c'est vraiment le plus douloureux et le plus difficile à accomplir. Mais comme le dit Aristote, les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux. Et comme tu le disais, effectivement, si on ne peut pas nécessairement guérir de son enfance, c'est un chemin de vie et un voyage. Et puis les cicatrices, ça reflète ce qu'on a vécu et la vie n'est pas lisse. Non, la vie n'est pas lisse et je ne crois pas qu'il existe beaucoup de corps humains qui soient exempts de toute trace du passé. Donc pour la psyché, il y a des chances pour que ça soit la même chose. La vie n'est pas lisse et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'elle est belle. Parce qu'on s'ennuierait peut-être un peu si elle était complètement lisse.
Alors, on a la chance ce soir, puis après je vais laisser la parole à Alban et Christine, on a la chance ce soir d'avoir notre amie Sandra, que tu connais bien puisqu'elle t'a interviewé il n'y a pas longtemps, qui est une spécialiste de la théorie polyvagale que tu abordes dans ton livre. Et selon la théorie polyvagale du docteur Stephen Porges, le système nerveux peut déclencher 3 types de réponses selon l'environnement auquel il est confronté. Il nous mobilise s'il se sent en danger, il nous immobilise s'il sent sa survie menacée, il nous permet de nous engager socialement s'il se sent en sécurité, si nous sommes en paix et en lien. Et grâce à toi, j'ai appris un nouveau mot, et j'adore apprendre des nouveaux mots, c'est l'interoception, qui désigne le fait de savoir dans quel mode notre système nerveux se trouve à un instant T. Et d'ailleurs, peut-être pour rendre notre discussion extrêmement pratique, dans ton livre, tu mentionnes comment est-ce qu'on peut s'interroger soi-même pour savoir dans quel état, parmi ces 3, on se situe à n'importe quel moment pour savoir est-ce que je vais bien ou est-ce que je suis en train de réagir face à une situation de survie ou une situation de danger. Est-ce que tu peux nous parler de l'interoception un peu plus en détail, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Je dirais que c'est un peu ce qui m'a sauvé la vie à un moment, donc avec grand plaisir. Pourquoi je parle de tout ça? Déjà parce que je suis partie du postulat que le haut potentiel intellectuel, il a une spécificité neurobiologique. Au niveau du câblage, il y en a qui en parlent beaucoup mieux que moi, mais pour résumer, clair, on t'en parle. Ouais, bon bah super. Justement alors. parce que ça perd pas dans toutes sortes dans un langage un peu qui peut sembler un peu lourd de l'extérieur, mais à la fois c'est précis, c'est clair, Bon, ça fait du bien. Ok, merci. C'était un exercice pas évident parce que les données scientifiques sont denses, le vocabulaire aussi. Donc, assimiler tout ça et puis en parler avec des termes que je comprends et qui peuvent être compris sans risquer trop d'imprécision non plus, c'était un exercice vraiment pas évident. Donc, pour résumer, en gros, ce qu'on observe à l'IRM chez le haut potentiel, c'est certaines connexions neuronales dans certaines aires du cerveau, qui varient selon les hauts potentiels, intellectuels ou sensibles. On observe des connexions qui sont plus intenses, qui se font différemment. On observe aussi des gaines de myéline, donc qui permettent la communication entre 2 neurones qui sont plus épaisses. Ça témoigne d'un flux nerveux plus d'un flux nerveux qui est transmis, donc une forme de haut débit électrique. En fait, on est surtout des hauts potentiels électriques et toute cette électricité, elle est gérée par le système nerveux. Donc, c'est pour ça que pour moi, la gestion du système nerveux, c'est un petit peu la priorité numéro 1 du haut potentiel, parce que comme le système nerveux, c'est un peu le chef d'orchestre de l'organisme, si le système nerveux est dans un état d'excitation, c'est tout l'organisme qui est excité et on connaît bien les effets sur le mental que ça peut avoir notamment, mais aussi sur les émotions. Et en creusant toutes ces manières de gérer le système nerveux, ça a vraiment été mon axe de travail principal en tant que professeur de yoga et yoga thérapeute, et puis en tant que naturopathe ensuite, de savoir comment on pouvait gérer ce système nerveux. Et c'est là où je suis tombée sur la théorie polyvagale du docteur Porges, que j'ai trouvée particulièrement intéressante dans le sens où il parle du système nerveux et de sa gestion, mais aussi des impacts que l'état de notre système nerveux a sur nos relations sociales. Et comme d'expérience personnelle et professionnelle, je vois que les relations sociales, ce n'est pas forcément le point le plus facile pour les hauts potentiels, je me suis dit que cette théorie en elle-même, elle était particulièrement intéressante. Donc, comme tu l'as dit, Jean-Michel, ce docteur Porges définit 3 états différents qui correspondent aux réactions du système nerveux de lutte ou fuite. Ça, c'est quand on se mobilise pour courir ou combattre. La peur, donc c'est le freeze, l'immobilisation, comme le lapin qui est pris dans les phares de la voiture, qui ne sait pas quoi faire pour réagir et il est sidéré. Et puis la réaction qui nous permet de rentrer en relation avec les autres. Et là, c'est quand on a un système nerveux qui est plutôt à l'équilibre. Et pour savoir dans quel état on est, le meilleur moyen, c'est l'interoception. Et l'interoception, c'est la conscience qu'on a de notre propre corps et de ce qui se passe à l'intérieur. Le mot interoception, on ne le connaît pas trop. On connaît par exemple le mot proprioception qui permet de savoir comment notre corps se positionne dans l'espace, de savoir que pendant que je vous parle, mes mains, elles sont en train de bouger et j'en ai conscience. Et je sais où elles sont. C'est ce qui fait que quand on mange, passé un certain âge, on a conscience de l'endroit où se trouve notre bouche et qu'on ne la rate plus. Donc ça, c'est la proprioception, ça permet de savoir où on est dans l'espace. Et l'interoception, ça permet de savoir ce qui se passe dans l'espace intérieur. Et ça, c'est particulièrement précieux parce que
juste là, ne serait-ce qu'en étant assis, en prenant conscience du poids de votre corps sur le support sur lequel vous êtes peut-être assis. Vous pouvez peut-être sentir votre respiration, observer où est-ce qu'elle se place. Est-ce qu'elle est dans le ventre? Est-ce qu'elle est plutôt au niveau de la cage thoracique? Est-ce qu'elle est plutôt placée assez haut au niveau des clavicules? On peut prendre conscience de peut-être la tension ou le relâchement du ventre, des mâchoires ou de l'espace entre les sourcils. Et tous ces éléments-là, ça nous donne des indications sur l'état actuel de notre système nerveux. Et je ne vous cache pas que le simple fait d'en prendre conscience, ça nous fait déjà passer progressivement à un autre état aussi. Donc cette interoception, pour moi, elle est vraiment une clé importante pour connaître l'état du système nerveux, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, psychiquement, émotionnellement, et pour se connecter à nos besoins. J'imagine qu'on y reviendra à un moment ou à un autre, mais de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin en ce moment, et par l'interoception, ça évite d'être trop dans le mental et de se poser des questions auxquelles le mental n'a pas forcément la réponse parce que ça se passe à un autre niveau. Donc c'est vraiment à ça que le yoga m'a connecté, et c'est pour ça que ça m'a permis de faire un shift professionnel important, même à 180 voire 360 degrés d'avocat d'approche de yoga. Et c'est à ça que ça m'a reconnecté en réalité, au-delà de toute considération plus ésotérique ou spirituelle qui parleront ou pas à certaines personnes en fonction de leurs croyances personnelles et de leur chemin. Mais en tout cas, cette conscience de soi et de ce qui se passe à l'intérieur, pour moi, c'est vraiment une clé fondamentale. Là, d'avoir assimilé l'information que tu nous partages, moi, je trouvais justement que ton livre était très assimilé et très assumé. J'ai trouvé que c'était... J'ai pas entendu la première partie de ta phrase. Je suis entendu très assumé et très... Très assumé et très assimilé. Comme tu disais au départ, tu avais assimilé ces informations et tu les avais partagées dans le livre. Et je l'ai trouvé justement, j'avais l'impression en lisant que c'était une conversation avec quelqu'un qui avait de l'expérience et qui n'avait pas juste des informations à partager, mais qui avait justement assimilé cette information et qui le présentait comme voilà ce que j'ai fait, voilà mon parcours, voilà ce que j'ai compris, et puis puiser dans ce que j'ai pour qu'il n'y ait pas à refaire. Mais c'est un débat, c'est pas des dogmes, hein, c'est pas voilà, c'est comme ça et puis c'est comme ça qu'il faut faire. Et j'ai beaucoup aimé ce ton-là parce que c'est très libre. Je me suis sentie très libre de prendre, pas prendre, de m'aligner ou pas, d'essayer. Donc j'ai trouvé vraiment l'idée du guide tout à fait appropriée. Parce que c'est, voilà, on en est peut-être à d'autres chemins. Et puis c'est très stimulant. Ben, tu parlais de besoins, puis je vais forcément y aller parce que j'ai adoré. De toute page 30. En plus, j'aime beaucoup parce que c'est pas que des besoins, c'est des élans. Alors moi, ça me bat tout à fait quand tu parles d'élan, parce que c'est ça. Il y a un truc que j'aime pas, c'est la pyramide. J'aime me dire que mes besoins sont hiérarchisés, puis qu'il y en a un avant les autres. J'aime bien me dire que tous mes besoins sont importants, puis il faut que j'aille avec mon élan partout. J'ai vraiment beaucoup aimé cette page-là. Et puis, je suis assez curieuse de comment, en fait, tu abordes ça en coaching, en accompagnement, pour accompagner les gens, pour écouter, ben justement, utiliser cette interoception, mais aussi pour s'écouter, pour comprendre, se connecter à ses besoins, lesquels, comment, et puis comment tu utilises cette carte-là qui est assez proche du territoire. Déjà, merci Christine pour ton retour de lecture parce que c'est toujours précieux pour moi. Et effectivement, ce livre, c'est un instantané de mon parcours. Voilà ce que je retiens aujourd'hui de ce que j'ai fait jusqu'à présent et de ce qui a été utile pour moi. C'était pas évident à écrire parce que j'apprends beaucoup de choses. Je n'intègre pas forcément tout ce que j'apprends. Mais il y a un moment, il a fallu mettre un point final à ce livre et je continue encore à apprendre des nouvelles choses que j'aurais voulu mettre dans le livre. Et ça, c'est le piège du HP qui veut écrire un livre, c'est que le livre n'est jamais vraiment terminé parce qu'on a toujours des nouveaux trucs à dire. Et donc, je me suis appliqué les conseils que je peux trouver avec mes clients dans ces cas-là. C'est bon, il y a un moment, il faut s'arrêter, il faut mettre un point final et on envoie à l'éditeur. Donc, il y avait ça. Et puis, pour moi, c'était important que ce ne soit pas dogmatique non plus. C'est vraiment l'exercice de style le plus important que j'ai fait. Et je suis encore avec mon petit perfectionnisme et mon esprit critique. J'aurais pu faire plus, mais je trouve que
j'ai vraiment mis beaucoup d'attention à ce que ça ne soit pas dogmatique, que ça soit présenté comme des conseils et non pas du tout comme des obligations, ni comme une méthode miracle, ni comme la seule chose qui marche. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ça, c'est ce que j'ai expérimenté et qui a marché pour moi et qui marche encore en grande majorité pour moi et pour les personnes que j'accompagne. Donc ça, c'était important pour moi. Et c'était important aussi que tous ces développements soient organisés, structurés, d'une manière qui parle à plusieurs niveaux de conscience, à l'intellect, mais peut-être aussi à toute cette partie un peu plus métaphorique qu'on a à l'intérieur de nous, d'où l'approche à travers les 4 éléments, et aussi avec ces mind maps, ces cartes mentales qui parlent en général pas mal au cerveau, qui aime bien avoir une vision globale quand on pense en arborescence. Et cette carte sur les besoins, je l'ai beaucoup travaillée parce qu'elle me paraissait fondamentale. Et parce que pour moi, la clé, elle est là, en fait. À partir du moment où on est connecté à nos besoins, parfois, on n'a même pas besoin de le satisfaire. Juste le fait de se dire, ah oui, c'est de ça dont j'ai besoin, ça suffit parfois à apaiser les tourments qu'il peut y avoir. J'aime beaucoup aussi l'idée que ces besoins soient universels. C'est en écrivant le livre que j'ai découvert que Maslow n'avait jamais présenté ses besoins sous forme de pyramide, que c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de bouquins, mais qu'en fait, ça ne vient pas de lui, cette organisation pyramidale, et que pour lui, il n'y avait pas de hiérarchie entre les besoins. Et comme toi, j'ai trouvé ça assez satisfaisant pour moi, parce que je n'avais pas envie de fonctionner sur l'idée, il y a une hiérarchie, tant que ça, c'est pas fait, je ne peux pas accéder au niveau supérieur. D'autant que certains présentent même pour les HP cette pyramide comme étant inversée, comme si les HP avaient d'abord des besoins de sens, de reconnaissance, avant d'avoir des besoins physiologiques. Et je me reconnaissais là-dedans, mais en même temps, je me disais, quand même, les besoins physiologiques, sans ça, c'est un peu juste. Donc, ces besoins, pour moi, ils sont fondamentaux. Et comment j'accompagne mes clients à se connecter à eux, en général, on part d'une émotion. Le travail sur les besoins, il vient souvent quand il y a une émotion qui est là. Et au-delà du fait d'accueillir le mouvement physiologique de l'émotion qui est là, je cherche à les aider à se connecter à ces fameux besoins, ces élans, ces j'aime vivre, comme on dit parfois, pour arriver à toucher du doigt quel est l'idéal qui est en train de souffrir à l'intérieur quelque part, et ensuite d'essayer de trouver des solutions, des moyens pour nourrir ce besoin. Plutôt que de faire le chemin inverse, qui est de j'ai une solution et c'est absolument ça qu'il faut que je mette en place pour nourrir ce besoin, parce qu'en fait, un besoin, il est assez universel, il ne dépend ni de quelqu'un, ni d'un lieu, ni d'un timing. Donc, il y a 1001 façons de nourrir un seul besoin. Donc, je trouve que ce chemin, il est plus intéressant parce qu'il ouvre le champ des possibles, en se connectant à ces besoins qu'on a tous, à des moments différents de la vie, plus ou moins intensément. Mais en général, effectivement, quand j'accompagne les personnes, c'est qu'il y a un besoin en particulier qui n'est pas nourri, et on va chercher lequel c'est. Il se présente assez rapidement en général. Et puis souvent, il en cache un autre, parce que quand on a nourri un besoin, il y a un nouveau qui se fait sentir aussi. Si je tente une allégorie, une métaphore plutôt, moi je dirais, j'ai ressenti ton livre comme étant une sortie de l'allégorie de la caverne de Platon. Et toi, tu es notre guide et tu nous tiens la main, puis tu dis, voilà, ça c'est la terre, mais voilà ma terre, mais ta terre, ça peut être autre chose, mais en tout cas, ça c'est la terre. Et ça c'est l'air, et ça c'est l'eau, et ça c'est le feu. Et maintenant, je te donne les codes, je te donne les éléments, et à toi de faire en sorte que tu te retrouves sur ton propre chemin. Et ce livre, donc le magnifique livre, c'est un guide qui permet de mieux arriver à se sortir de sa caverne personnelle, même si c'est une mise en danger, et même si parfois c'est difficile, c'est un guide indispensable, je dirais, et merci de l'avoir écrit, et merci de nous proposer, de nous tendre la main pour nous aider à sortir de cette caverne. Merci Jean-Michel. C'était effectivement mon intention de trouver des métaphores suffisamment universelles pour qu'elles puissent parler à tous, et puis ensuite de les dérouler en faisant en sorte que chacun trouve un petit quelque chose au moins à piocher pour avancer sur ce chemin d'exploration. Alors je suis curieuse parce que ça fait quand même 2 fois que tu utilises le terme mise en danger en parallèle avec l'exploration intérieure. Oui.
Alors, je me Ça, demande... c'est lié à mon parcours personnel. Tu sais qu'on en parlera un jour, toi et moi. Mais voilà. Il y a quelque chose qui est... qu'on retrouve aussi parce que quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur, parfois on tombe sur des zones d'ombre, des choses qu'on a enfouies à l'intérieur et que pour une très bonne raison à l'époque, c'était peut-être pas le moment de le montrer ou de s'y confronter. Et c'est ça qui peut faire peur parfois. Pourtant, tant qu'on ne le fait pas, cette zone d'ombre, elle reste inconsciente et elle nous gouverne malgré elle. Ce que j'explique dans le livre, c'est quand même que 90% au moins de nos pensées sont recyclées de la veille, que la plupart du temps, c'est l'inconscient qui va gérer, gouverner un peu nos faits et gestes et paroles. Et que donc, si on ne va pas voir cette zone d'ombre, je crois que c'est là où on se met en danger parce qu'on passe à côté de cette essence qui est la nôtre. Et finalement, pour moi, c'est ne pas y aller qui est une mise en danger, même si c'est parfois inconfortable de découvrir certaines choses là. Je crois que ça vaut le coup parce que c'est inconfortable, mais en général, derrière, c'est assez beau. Ça montre l'étendue de notre humanité et c'est aussi cette vulnérabilité qui nous permet d'entrer en lien avec l'autre. Et c'est finalement quelque chose de très précieux. Mais c'était comme mon avis. Ce que j'aimais derrière l'air, la terre, l'eau et le feu, c'est que ça semble indissociable et indispensable. Que chaque partie est nécessaire. Et puis, je trouvais que c'était vraiment bien de le présenter sous cette forme-là, parce que souvent, on est un peu trop un cerveau, ou alors on est un peu trop des émotions, ou alors on est un peu trop des sensations. Et puis, de le mettre comme ça, comme différentes pièces d'un puzzle qui ont chacun des fonctions différentes, mais qui s'agencent en fait ensemble. Et puis, où le résultat peut être assez agréable en plus. C'est plutôt bien, plutôt rassurant. Moi, je trouve que c'est une belle manière de rentrer en matière dans le côté pratique de ce que c'est que d'utiliser tous les outils qu'on a, soit les outils mentaux, mais aussi pouvoir se sentir contrôlé par un mental, non plus chercher à le contrôler, mais vraiment l'accueillir. La même chose avec les émotions, qu'on ne soit pas juste des émotions, juste un réceptacle à émotions, mais qu'on puisse aussi profiter justement de l'intensité de ces émotions-là. Donc j'ai bien aimé le côté essentiel pour en arriver justement à l'essence. Mais pour en revenir à la première partie, à l'épanouissement, alors j'ai une question par rapport à ça. C'est un peu grande, un peu existentielle comme ça, mais est-ce que c'est pas la même chose pour tout le monde? Est-ce que l'épanouissement, il est tout à coup plus intense parce qu'on est hypersensible, tout à coup plus complexe parce qu'on a une pensée en arborescence, ou alors est-ce que c'est juste le propre de la nature humaine que de chercher son épanouissement? C'est une très bonne question, Christine. Alors, sur l'équilibre des éléments, déjà, j'ai tenu à écrire ce livre de cette façon parce que de tout ce que j'ai fait et vu jusqu'à présent, il y a un de ces éléments qui a été mis à l'honneur, mis en avant, comme si c'était l'élément le plus important. Et au fur et à mesure alors avec le yoga, c'était le corps. Après, avec la naturopathie, c'était l'alimentation. Après, il y a eu les émotions. Après, il y a eu la pensée. Et moi, j'ai cherché à faire une synthèse de tout ça en me disant, ok, s'il y avait un truc à retenir, ce serait quoi ? Et en fait, il n'y a pas un truc à retenir. Il y a un truc à retenir, c'est qu'on est un tout qui est fait de ces 4 éléments et qu'ils sont tous aussi importants les uns que les autres et qu'on va souvent avoir tendance à être plus dans l'un que dans l'autre et qu'ils peuvent s'équilibrer entre eux, en fait, parce que chacun va connaître une forme de déséquilibre s'il n'est pas équilibré par les autres. Donc, pour moi, c'était vraiment ça l'essence de ce livre, c'est de dire que l'équilibre, il tient au fait de visiter toutes ces sphères régulièrement, de les habiter. Quant à la question de l'épanouissement, c'est une question que je me suis posée tout au long de l'écriture de ce livre. À quel point ce que je suis en train de raconter est spécifique au haut potentiel ou pas. Et c'est finalement ce que j'ai choisi d'écrire en introduction, même en avant-propos, je crois, que ce livre, il est fait pour tout le monde en réalité, que simplement il met l'accent sur certaines difficultés dont on entend parler un peu plus en lien avec le haut potentiel. Pour moi, à l'intérieur de nous, il y a vraiment 2 parts fondamentales. Il y a celle qui veut survivre, donc qui est régie par le système nerveux dans les modes dont on parlait tout à l'heure de lutte, fuite ou de se figer.
Et puis, il y a la partie qui, elle, veut plus s'ouvrir et s'épanouir, donc qui a des aspirations, qui a des besoins qui sont autres que ceux de l'ordre de la survie. Et là, on passe dans les étages supérieurs de la pyramide de Maslow, mais qui sont des besoins tout aussi fondamentaux pour moi. Et toute la difficulté qu'on connaît en général, c'est l'opposition entre ces deux parts, parce que ce n'est pas toujours compatible. La survie, ça consiste à répéter des mécanismes souvent ancestraux, vieux, très très vieux, qui sont prouvés efficaces, et donc de rester dans ces mécanismes-là, alors que l'épanouissement nous invite plutôt à sortir de ces mécanismes pour révéler notre individualité, notre singularité. Ils se retrouvent souvent en opposition chez tout le monde, clairement chez tout le monde. Chez le haut potentiel, comme il y a cette intensité, pour moi, la question, elle se pose pas avec plus de... Elle n'est pas plus présente, mais elle est simplement plus intense. Peut-être que la lutte, le combat est plus intense pour certaines personnes, qu'il y a une part de survie, de protection, de sécurité qui sera plus importante, qui sera très importante. Peut-être que ce sera au contraire cette notion d'épanouissement qui sera plus présente. Là, je parle un peu sans aucun fondation solide. C'est l'expérience de ce que je vois, de ce que je vis. Et je me garderai bien d'en faire une généralité parce que je ne suis pas du tout dans la tête des uns et des autres. Mais je crois que cette question d'épanouissement, elle anime tout le monde. Les hauts potentiels, peut-être un peu plus avec cette question existentielle, cette question du sens, qui me semble est un peu plus présente, un peu plus récurrente aussi. Et quand on commence à se demander quel est le sens de notre vie, c'est pas évident de trouver une réponse à ça. Donc, on revient à un niveau un peu plus appréhendable par l'esprit humain, donc à soi. Qu'est-ce que moi, je veux faire de ma vie? Quelle empreinte je veux laisser? Et c'est là où la notion d'épanouissement, pour moi, entre en jeu. Je vais devoir digérer la réponse. Alban, si tu veux y aller, ou Jean-Michel, allez-y. Merci. Je trouve ça assez inédit le chemin que tu empruntes dans le livre, dans ce que tu proposes, comme tu disais tout à l'heure. Je trouve ça assez incroyable qu'il y ait tant de dimensions, parce qu'on pourrait très bien le prendre vraiment comme un manuel qui inciterait à l'introspection, où tu nous guides. Enfin, la manière dont tu nous guides, comme disait Jean-Michel tout à l'heure dans ce livre, est assez incroyable parce que tu nous guides par plusieurs portes d'entrée, des gens qui seraient plus réceptifs à un langage, une explication assez claire, tu le proposes. Des gens qui chercheraient plus à du concret, comment mettre en action certaines choses dans leur quotidien, tu le proposes aussi. Et le côté introspectif aussi, avec méditatif et tout ça, avec beaucoup de contenu, beaucoup de choses, d'outils proposés. Et donc la question un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre, mais du coup, quand je vois tout ce que tu proposes comme ça, est-ce que tu penses que généralement l'hypersensible, pour prendre le haut potentiel, hein, c'est plus centré sur le potentiel, après sensible ou intellectuel, mais bon, au potentiel en général, est-ce que d'après toi, quel est le moyen, à quoi il va être le plus réceptif dans la démarche, un côté plus. Est-ce qu'il va être coupé comme de son corps, un peu comme on a tendance à le dire, et puis que du coup, ça sera peut-être plus dur d'y venir, mais s'il vient, ça va avoir particulièrement des effets parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler. J'allais dire non, j'ai Saverio dans ma tête qui me dit non, il ne faut pas utiliser le mot travail. Mais voilà. Du coup, c'est une question assez large que je pose, mais peut-être quel est ce qui peut être le plus efficace globalement, hein, parce qu'après, chacun est différent, comme tu le dis très bien dans tout le monde ton livre. Et oui, quel est ce qui est le plus efficace? Je vais te faire une réponse de juriste à l'époque, ça dépend. Ça va dépendre de la personne qui est en face. En tout cas, l'intention de ce livre, c'est clairement d'être structuré donc, autour de ces différents espaces de conscience qu'on peut avoir, intellectuels, corporels, émotionnels, et au niveau des passages à l'action, passage à l'action. Et pour rejoindre ce que je disais à Christine tout à l'heure, en fonction de où on en est, est-ce qu'au niveau intellectuel, c'est la part de survie qui a pris le dessus chez moi en ce moment, ou est-ce que c'est la part qui veut s'épanouir? Et en fonction de ces niveaux, c'est pour ça que je parle dans le livre de à court terme ou à plus ou moins long terme,
À court terme, il faut agir. D'abord, c'est la survie qui va prendre le dessus, qui prendra de toute façon le dessus, quoi qu'il arrive, si elle se sent menacée. Donc déjà, cette partie de gestion du système nerveux, de l'élément R, elle me paraît fondamentale pour tout le monde dans la société dans laquelle on vit, qui va avoir tendance à nous mettre dans des surstimulations, des hyperactivités. Et quand en plus on a tendance naturellement à partir dans ces univers-là, pour moi c'est vraiment la première chose. Après, ça va dépendre vraiment de chacun. Je propose tout au long du livre d'évaluer un peu les éléments. Est-ce qu'ils sont plutôt en déséquilibre, en suractivité, ou est-ce qu'ils sont plutôt en déficit? Et en fonction de comment on se situe là-dedans, on va pouvoir aller explorer une partie ou l'autre. Maintenant, il y a une tendance naturelle de l'être humain à aller vers ce qui est facile pour lui. Et donc, mais c'est pas différent, c'est un peu chez le HP, c'est justement. Je ne sais pas. Je serais très curieuse des retours de lecteurs là-dessus. Est-ce que parce que tu es naturellement dans l'élément R, tu vas avoir tendance à te jeter sur la partie R, ou est-ce que tu dis, ah ben non, je suis dans l'élément R, pour l'équilibrer, il faut que j'aille dans ma terre, et que tu vas te mettre le challenge d'aller dans cet élémentaire? Ça, je ne sais pas. Moi, quelque chose qui m'a frappé, pardon, je te laisse finir si tu as… Oui. Je ne sais pas, ce que je sais, c'est que pour moi, en tout cas, c'est cette reconnexion aux sensations et à ce qui se passe à l'intérieur de mon corps qui m'a vraiment permis, non pas de trouver le bouton off des pensées, parce que ce serait mentir que de vous dire qu'il en existe un, mais au moins d'arriver à avoir des petits instants de pause qui sont profondément régénérateurs et puis qui permettent de… Comme, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de bosser pendant des jours et des jours sur quelque chose et de tourner en rond, et puis au bout d'un moment dire, bon, allez, c'est bon, j'arrête, je vais prendre une douche ou je vais faire une balade. Et là, hop, il y a le truc qui arrive. Ben, ces espaces de retour au corps, pour moi, ils permettent ça aussi. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans ton livre, qui me perturbait, à vrai dire. C'est ce que tu as écrit, page 67. Nous sommes constitués d'un ensemble d'identités. Chacune de ces identités est une collection de pensées et de croyances. Une identité est aussi une construction mentale. Voilà qui nous pensons être. Et évidemment, ça me fait penser à Dabrowski et sa théorie de la désintégration positive. Est-ce que ça veut dire, si on va jusqu'au bout de l'idée, qu'avant de trouver qui on est, il faut se défaire de l'idée de qui on est? Alors déjà, en t'entendant relire cette phrase, j'ai eu des frissons partout, tellement elle me paraît fondamentale et en même temps énorme dans son traitement. Parce que la question « qui suis-je ?» c'est un petit peu cette question existentielle à laquelle on arrive. Parce que bon, l'univers, Dieu, tout ça, et on en revient toujours à la question « mais alors du coup, moi, qui suis-je réellement ?» Et répondre à cette question, bah, là encore, c'est un chemin de vie, peut-être de plusieurs vies, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est pas évident. Et ce que je sais, c'est qu'on s'identifie à plein de choses. Je suis une femme, je suis coach, je suis auteur, et je ne sais quels autres rôles encore dans ma vie privée je pourrais me coller. Et que chacun de ces rôles va avec tout un ensemble de croyances. Alors, pour répondre à la question « qui suis-je ?» c'est là où on peut faire la différence avec l'ego et la partie un peu plus spirituelle que certains auteurs reconnaissent, qu'on peut appeler l'âme ou l'essence, le soi. Parce que c'est l'ego qui se demande qui suis-je. Le soi, l'essence, elle ne se pose pas la question, elle est. C'est là où on rentre en totale contradiction avec le fameux « je pense donc je suis ». Un peu l'ego en se posant la question, en plus, il empêche un peu le véritable soi d'être dans sa conscience, quoi. Exactement. L'air étant particulièrement activé dans ce genre de questions, ben, on fait un peu… on met dans l'absence, dans l'impalpable, les autres éléments. Et du coup, il devient difficile de toucher la réponse, puisqu'on la cherche avec l'intellect et que l'intellect ne peut pas avoir cette réponse. On ne peut pas trouver cette réponse par l'intellect, elle passe par un autre moyen. Et cet autre moyen, il est tellement subtil qu'il est quasiment indescriptible avec des mots. Je vous rassure, je n'ai pas la réponse à la question. Mince alors. Il paraît que c'est 42, mais enfin bon, c'est un peu juste. C'est pas satisfaisant. Alors, ne me lance pas là-dessus, sinon ça va prendre 20 minutes et puis Sandra va intervenir pour
pouvoir dire non, tu t'es trompé à la 17e phrase. Tu aurais dû mettre un point-virgule. Merci Sandra. J'en ai parlé rapidement avec elle lors de ma dernière interview. C'est pour ça que c'est sorti, c'est arrivé, ça fameux 42. Et tu savais que quand tu as dit ça, il était 20h42? Eh bien, non, mais ça, tu sais. Parce que je me suis dit au début que tu l'avais fait exprès de sortir là, parce que tu as vu qu'il était 20h42. Et bien, ça arrive justement à la question, au commentaire que je voulais faire. Sous O, donc émotion, j'ai beaucoup aimé que tu mettes l'émotion, la sensation, l'émotionnel, mais aussi l'extra-sensoriel. Et puis, c'est presque comme c'est écrit là, maintenant je peux dire, c'est là. Et puis, j'aimerais bien, si tu peux un peu en parler un peu plus, parce que moi, j'ai les deux extrêmes au niveau des gens qui peuvent venir me voir. J'ai soit des gens qui sont très perspicaces et très à l'écoute de ce genre de sens et qui se trouvent très uniques et qui ont beaucoup de peine à le partager, ou soit certaines personnes qui vont être tellement dans le mental qu'elles ne vont pas comprendre qu'elles comprennent avant d'avoir compris. Alors, si tu pouvais expliciter, comme ça pourra aussi, je pense que c'est bien d'entendre expliquer un phénomène qui nous arrive sans pour autant avoir lu les pensées pour le penser. Mm-hmm. Alors oui, dans le livre, je parle pour l'élément de la sensorialité, donc la sensorialité sensorielle des sens et de nos sensations, de ce qu'on peut percevoir avec les 5 sens, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Et oui. Je parle de la sensibilité émotionnelle et de cette sensibilité extrasensorielle. Je l'ai mentionné sans pour autant rentrer dans le détail parce que c'est un sujet sensible pour le coup, sur lequel il y a pour l'instant peu de recherches. Les recherches scientifiques, elles ne sont pour l'instant pas validées. Donc on est vraiment dans l'ordre du ressenti. Et pour autant, il y a des gens qui disent avoir ces perceptions extrasensorielles. Est-ce qu'il serait possible que la science ne connaisse pas encore tous nos sens et que du coup, on appelle ces perceptions comme étant extrasensorielles parce qu'elles sont en dehors des 5 sens qu'on connaît? Ce serait par exemple l'idée de ce 6e sens, de l'intuition. Ce dont je suis persuadée par rapport à ce que tu dis, c'est que tant qu'on reste complètement dans l'élément R et donc dans l'activation de l'énergie mentale, tout ça, on n'y a pas accès. Après, chez le haut potentiel, on a une grande capacité d'imagination. Donc, il n'est pas évident de faire la part des choses non plus entre ce qui relève de l'imagination, de l'imaginaire qu'on voudrait qu'il existe et qu'on rend réel parce qu'on a très envie que ça existe, ou de ce qui existe vraiment. Et ça, je crois que c'est au stade où on en est aujourd'hui des recherches et des connaissances. Ça appartient à chacun. Moi, je ne suis vraiment personne pour dire que ça existe ou ça n'existe pas. Je pense que c'est vraiment à chacun de voir ce que ça lui apporte, surtout, parce qu'on peut aussi se perdre dans toute cette spiritualité parfois, comme un moyen de fuir la réalité. De la même manière qu'être tout le temps dans sa tête, c'est un moyen aussi parfois de fuir la réalité. Il y a certains qui ont décidé, ok, j'arrête le mental, donc je me reconnecte à moi, et à force de se connecter, à de pratiques méditatives, etc., on s'invente aussi toute une vie extrasensorielle dont je ne sais pas si elle existe réellement ou pas, en fait. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça me permet de faire très concrètement et de faire évoluer dans ma vie. Surtout du côté de la part qui veut s'épanouir, parce que celle qui veut survivre, elle trouvera toujours des stratégies pour le faire. Et du côté de la part qui veut s'épanouir, qu'est-ce que ça m'apporte vraiment? Si ça m'apporte quelque chose, génial. Si ça ne m'apporte rien, qu'est-ce que je suis en train de fuir? Je ne sais pas du tout si ça répond à ta question. Tu parles de l'inconscient aussi. Et tu écris, page 105, généralement le message que notre inconscient tente de nous faire passer à travers les sensations est soit libère-moi, soit écoute-moi, soit parfois les deux.
Alors on peut parler de l'inconscient, mais on peut, je ne crois pas, enfin ça ne me revient pas sur l'idée de parler du subconscient, notamment de l'importance des rêves et de l'interprétation des rêves. Et là, j'ai un blanc, je revois mes notes, mais je ne crois pas que tu en parles. Et pour moi, c'est un sujet assez fondamental. Peut-être que tu en parleras dans un prochain livre ou que tu souhaites en parler ou pas. Mais peut-être parlons de l'inconscient dans un premier temps, puisque ça, tu en parles dans ton livre, Oui. avant d'aborder le subconscient. Alors, la citation que tu as donnée sur Libère-moi ou écoute-moi, elle se trouve par rapport à l'élémentaire et quand on se connecte à nos sensations. Qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi sans le juger, simplement pour dire bah, c'est là. Et en général, quand il y a cette sensation, donc je parle de plusieurs façons de se laisser traverser par ces sensations qui peuvent exister à l'intérieur. Et souvent, quand c'est quelque chose d'intense, c'est qu'on a quelque chose à lâcher ou à entendre. Soit de l'ordre des traumatismes, où on dit qu'ils sont engrammés parfois dans les fascias, soit du besoin, tout simplement. C'est un besoin qui vient se manifester, c'est l'inconscient qui amène des messages par la forme de sensations physiques. Pour revenir sur l'inconscient, alors les notions d'inconscient, de subconscient et de conscient, c'est des notions théoriques, c'est pas comme si le cerveau était coupé dans des cases et qu'on disait bah, ça c'est la partie ça, c'est des mots que l'être humain et des concepts que l'être humain, c'est dommage, ça serait beaucoup plus simple, des concepts que l'être humain a mis sur des phénomènes psychiques et qu'il a, parce qu'il aime bien faire ça, catégorisé, rangé dans des tiroirs parce que c'est rassurant, ah bah oui ça a une étiquette, c'est bon, ça va là, ok. Toutes ces notions, elles ne sont pas très vieilles. Hein. C'est Freud quasiment qui est un des premiers à parler de l'inconscient. Donc, on est au milieu du 19e siècle. On n'a pas 200 ans de recul là-dessus. Donc, pour l'instant, moi, je répète ce que j'ai appris dans des formations, dans des livres, en ayant fait un tri qui est très personnel. Est-ce que l'inconscient nous parle réellement la nuit, pendant les rêves? Est-ce que ces événements si bizarres, peuplés de personnages de notre vie passée ou de personnages extraordinaires, ça a vraiment un sens? Est-ce que pendant ce temps-là, l'inconscient est en train de réorganiser un système de pensée? Certains le croient. Dans la théorie jungienne, on se sert beaucoup des rêves, l'interprétation des rêves, comme un moyen d'accéder à ce qui se passerait à un niveau plus profond que le conscient. D'expérience personnelle, il y a des interprétations de rêves qui m'ont été très utiles. Maintenant, toute la question, c'est comment est-ce qu'on interprète ces rêves pour avoir quelque chose qui nous sert vraiment. Il y a les dictionnaires d'interprétation des rêves, mais là encore, c'est prendre une définition qui serait censée correspondre à l'inconscient de tout le monde. Il y a revenir à ce que Jung appelle l'inconscient collectif, donc des significations qui sont un peu les mêmes pour tout le monde. C'est là où les éléments reviennent. Par exemple, quand on rêve d'une inondation chez soi, il y a des chances pour qu'il y ait quelque chose qui émotionnellement soit un petit peu débordant à l'heure actuelle pour nous. Ce que je sais jusqu'à présent, c'est que l'interprétation des rêves qu'on a faite pour moi, sans vraiment me connaître, sans mettre dans un contexte particulier, c'était surtout beaucoup de projections de ce que la personne avait à l'intérieur d'elle, et que finalement, la personne la plus à même d'interpréter ses rêves, c'est soi-même, en ayant un socle, une grille d'analyse, et puis de voir si elle nous parle, de la mettre à l'épreuve du temps. C'est pas évident ces questions de qu'est-ce qui se passe dans le cerveau très concrètement. On est vraiment tout balbutiement. Donc, prenons les théories qui nous parlent pour le moment en étant bien conscients que ce sont des théories, pas des vérités absolues, et qu'elles ont très probablement vocation à évoluer. Ça va de soi que quelqu'un qui rêve d'une abeille, ça n'a pas la même signification s'il est apiculteur, s'il est allergique aux piqûres d'insectes, ou si on parle de l'interprétation la plus commune des rêves qui concernent les abeilles. C'est ça. Si on revient aux théories de Jung, il y aura l'inconscient collectif plus l'inconscient personnel qui vont se mélanger. Et donc, en fonction de la collectivité, de la culture dans laquelle, en plus, on a grandi, de ce que signifie l'abeille pour cette culture, pour la famille, pour l'environnement dans lequel on évolue. Si on est apiculteur, effectivement,
c'est pas la même chose. Et puis de notre expérience personnelle qu'on peut avoir avec cet insecte ou son symbolisme. Je vais faire un petit peu de pub pour Alban. Moi, j'avais adoré son journal des rêves. Il est encore en ligne, Alban, Ah oui, oui, oui. Et moi, dans ma première thérapie, noter mes rêves, ça m'a énormément aidé, effectivement, de pouvoir comprendre ce que mon subconscient essaie de me communiquer. Quand je relis ça 15 ans après, effectivement, j'ai compris a posteriori pourquoi je recevais ces messages-là à travers mon subconscient. Donc, j'invite tout le monde à s'intéresser à ces rêves, de se faire un... C'est très intéressant, d'autant plus que plus on s'y connecte, plus on s'en rappelle facilement. Ouais. Les premières fois, c'est pas évident. On se dit, je vais me rappeler de mon rêve. On se réveille et puis bon, dans les 2 secondes, tout est parti. Et puis, à force, on se souvient de plus en plus des rêves. Si on prend l'habitude de les noter tout de suite au réveil, dès qu'on a attendu plus de 10 secondes, en général, c'est parti. Mais c'est un peu comme si plus on se connecte à soi, plus c'est facile de se connecter. Dans la série de se connecter à soi. Je vais faire comme Jean-Michel, je vais vous donner un numéro de page, en page 182. Il y a un super exercice, vraiment, que j'ai adoré. J'ai l'impression de me transformer en pendule. L'exercice du oui et non. Et se mettre en face de son oui et de ressentir ce que son oui amène, projette. Enfin, c'est relationnel. Hein. Voilà, on a une relation avec son oui, on a une relation avec son non. Et puis, qui nous invite à vraiment se plonger dans la différence, dans cette dichotomie, dans ce contraste. Sans jugement, hein, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, mais vraiment de ressentir ce que c'est qu'un oui, de ressentir ce que c'est qu'un non, pour aiguiser un peu son intuition. Et puis, j'ai adoré. Alors, vraiment, j'invite tout le monde à le faire parce que justement, on peut rapidement se perdre dans les possibilités. Et puis, au lieu d'aller dans les scénarios du possible, oui, non. Et puis, je trouve que c'est très bien de ramener à des choses qui sont très tangibles. Alors, je peux te demander comment est venu l'exercice, si c'est une pratique, si c'est des choses que tu fais avec les personnes que tu accompagnes. Nous en dire un peu plus. Alors, c'est un exercice, je suis contente que tu en parles parce que ça fait partie des exercices que j'ai complètement créés moi-même. Il existe peut-être ailleurs, hein, parce que je sais d'expérience professionnelle en tant qu'avocate spécialiste du droit d'auteur que la création purement originale n'est pas vraiment de ce monde. Mais en tout cas, c'est inspiré des exercices de PNL notamment. Et l'idée, c'était, parce que c'est pas évident de se connecter à son intuition quand on ne l'a jamais fait, d'avoir quelque chose de très simple. Et donc, de déjà commencer par quelque chose de binaire, oui, non. Et il se passe déjà beaucoup de choses à l'intérieur quand on se connecte vraiment à ce oui, à ce non. On peut même faire l'exercice pour s'entraîner en retournant les papiers, en les mélangeant, en se mettant sur un papier. Alors là, à mon avis, est-ce que c'est plutôt oui ou est-ce que c'est plutôt non ? Et je trouve que cet exercice, il est très intéressant. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, il sert à étalonner son baromètre intuitif intérieur. Et pour revenir par exemple sur ce dont on parlait avec Jean-Michel, ne serait-ce que savoir si une interprétation de rêve qui nous est proposée est juste pour nous ou pas, en écoutant à l'intérieur, c'est oui, c'est non. Et parce qu'on a déjà travaillé là-dessus et qu'on connaît les réponses, ça peut être déjà un bon moyen de savoir ce qui se passe. Donc cet exercice, il est né, je voulais quelque chose de très simple pour se connecter à son intuition, qui soit lié au corps, au ressenti, à un peu tout ce que j'avais développé avant. Donc je l'ai créé comme ça. En rajoutant, je me souviens plus si je l'ai gardé ou pas finalement, je voulais rajouter des visuels, que ce soit feu vert, feu rouge, mais je ne sais pas si ça y est encore, non ça y est plus, pour parler encore à une autre part. Et moi je l'utilise ça en accompagnement, j'invite les personnes quand ça se présente, hein, mes accompagnements ne sont pas toujours les mêmes, ça dépend de la personne que j'ai en face, ses besoins et ses demandes, mais quand j'ai des demandes par rapport à ça, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille et surtout que je les invite à exercer, mettre en pratique au quotidien sur des tout petits trucs. Au resto, je ne sais pas quoi commander, alors j'hésite entre ça et ça. Si je prends ça, c'est oui ou c'est non, et puis ça. Et ça permet de voir à quel point on est en lien avec soi parce que parfois, on pose la question et on a 2 oui ou 2 non ou 2, je ne sais pas trop. Et ça, déjà rien que ça, c'est en soi un indice qu'on a peut-être, on est un peu trop dans le mental, dans la tête, et qu'on est un peu déconnecté du reste.
Préambule de la Bien, page. il y a plus de phrases. Jean-Michel. En préambule de la page 182, il y a la page 180, qui est une phrase. En fait, tu as des aphorismes qui sont magnifiques. J'ai regardé, il y en a certains qui sont de toi, d'autres qui existent par ailleurs, qui ont été attribués à différents auteurs. Mais j'ai imaginé cet aphorisme prononcé par Confucius en sortie au Macumba samedi soir, pour dire. J'imagine que tu vois à quoi je fais référence. Écouter son intuition, c'est comme écouter une mésange dans une boîte de nuit. Il faut baisser le volume sonore pour pouvoir l'entendre. J'ai trouvé cette phrase tellement magnifique. Et ça permet de déboucher sur le fait d'écouter son intuition, puis se dire plutôt oui, plutôt non, pour écouter son baromètre intérieur. Cette phrase, elle est extraordinaire. Et bien, cette phrase, je ne sais pas si je l'ai lue quelque part. Hein. Je crois qu'elle est nécessairement inspirée de quelque chose que j'ai lu ailleurs. Mais la mésange, je crois qu'elle est, c'est de moi. Parce que je trouve que le chant des mésanges, il est vraiment beau, mais que si on n'y prête pas attention, clairement, on n'entend pas. Et que la métaphore de la boîte de nuit correspond bien au monde dans lequel on évolue aujourd'hui, où on est sensoriellement très sollicité, autant visuellement par les flashs, les écrans, les lumières, que auditivement par tous les bruits de la ville, les bips, les notifications de ci, de là. Donc, c'est un peu comme si on vivait dans une boîte de nuit, oui, et qu'on avait cette petite voix à l'intérieur qui parlait si doucement que si on n'éteint pas un peu tout ça, c'est impossible de l'entendre. J'aime beaucoup ton image. L'image que tu as utilisée de Confucius qui sort de boîte de nuit, c'est un peu ça. C'est grâce à toi. Vive l'imagination, HPI. J'ai retrouvé une question, je l'avais oubliée. Page 166, tu rappelles l'importance de célébrer ses succès. Comment as-tu savouré la sortie de ton livre et les retours que tu as eus ces 3 derniers mois? C'était un vrai challenge. C'est un vrai challenge pour moi de célébrer les succès. Ça va souvent avec le perfectionnisme, hein, dans le sens où c'est jamais fini parce que c'est jamais parfait. Et là encore, j'ai essayé de mettre en œuvre les conseils que je prodigue et que j'invite mes clients à appliquer aussi. Et donc, j'ai pris grand soin d'organiser une soirée pour fêter la sortie de ce livre. C'était important de marquer le coup pour moi. Et j'essaye de mettre pas mal de conscience aussi chaque fois que je vois un commentaire ou quelqu'un qui dit quelque chose de sympa sur mon livre, de prendre le temps de l'accueillir. Célébrer, ça ne veut pas forcément dire ouvrir une bouteille de champagne à chaque fois que je reçois un commentaire, mais surtout d'accueillir. Ah bah super, qu'est-ce que ça me fait? Comment je me sens? Quel besoin ça vient nourrir? Et ça apaise beaucoup, ça aussi, cette course au toujours plus, qui est un peu sans fin. La sortie de ce livre, ça m'a permis ça aussi. Me dire, ok, bon, cette fois-ci, je le célèbre, il n'est pas fini, il ne sera jamais fini, puisque mon chemin n'est pas fini. Et en même temps, j'ai mis un point final et c'est déjà super d'être allé jusque-là. Donc, célébrons déjà ça, on verra ce qu'on célébrera ensuite. Sinon, on ne célèbre jamais. Comment est-ce que tu mets en contraste le perfectionnisme et puis le 5e élément dont tu parles dans ton livre, l'essence, hein, ce soi véritable? Que son soi véritable, c'est celui qui est parfait, c'est celui qui est assez bon, c'est celui qui est là maintenant. Comment est-ce que ça se contraste? J'évolue pas mal sur ce point-là ces derniers temps. Donc, c'est pas évident pour moi de répondre à cette question. Ça aurait peut-être été plus simple et peut-être plus simpliste pour moi de répondre il y a 1 an. Parce que c'est vrai que ça peut être assez culpabilisant dans une société un peu noyée par le développement personnel, de se dire qu'il y a un moi profond, un soi profond auquel on n'a pas encore accès, comme si ce qu'on était aujourd'hui n'était pas suffisant, qu'on n'était pas encore ça, qu'on n'y avait pas accès, qu'il ne s'exprimait pas. Et aujourd'hui, je suis en train de me dire que si, en fait, il s'exprime tout le temps. Parfois, il est un peu réfréné par ces mécanismes de protection et de survie. Mais qu'en tout cas, cette force qui nous pousse vers l'épanouissement, qui pousse tout ce qui existe dans la nature, tout ce qui est vivant, à s'élever,
à se déployer, la graine qui devient pousse, qui devient tige, qui devient fleur, qui devient fruit. Cette force de vie-là, pour moi, c'est ça l'essence et le soi aujourd'hui. Et ça, c'est tout le temps, toujours. Après, est-ce qu'on la laisse vraiment s'exprimer ou pas? C'est là où le volume de la boîte de nuit peut avoir un impact important. En tout cas, ce n'est pas la version idéale et parfaite de nous-mêmes. Je reviens de ça parce que on est déjà aujourd'hui la version idéale et parfaite de ce qu'on peut être avec ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu. Et ça n'empêche pas de vouloir continuer à évoluer, à se déployer. Parce qu'il y a cette force de vie qui est là. Et je crois que c'est ça, pour moi, aujourd'hui, l'essence. C'est très inspirant. C'est inspirant et aligné. Je reviens au côté assumé et assimilé. Où, je trouve ça, tu parles à un moment de développement jungien, et puis tu parles justement de la partie assumée, hein, celle qu'on voilà, transcender. Et je pense que sans vouloir dire, sans projeter quoi que ce soit, hein, mais je pense que c'est assez justement transcendant. Donc, si tu peux à la fois être la meilleure version de toi-même à laquelle tu as accès aujourd'hui, tout en ayant de la compassion pour la personne que tu deviens et que tu as été, c'est plutôt sympa. C'est déjà un gros bout de chemin, il me semble, oui. Oui. J'écoute avec faim et soif. Oui, parce qu'il y a voilà, cette notion d'être une meilleure version de soi-même, il y a quelque chose de culpabilisant et un peu du désamour de son soi d'aujourd'hui. Je vais devenir la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire que j'aime pas celle que je suis aujourd'hui. Et donc là, on revient à l'amour de soi, l'amour propre, l'estime de soi, la confiance, toutes ces notions-là. C'est comme si on courait après en permanence, on ne sera là encore jamais arrivé. Il y a une forme de perfectionnisme appliqué à soi, dans lequel j'ai beaucoup évolué, erré aussi, et qui finalement est très insatisfaisant, parce qu'on n'est jamais arrivé, parce qu'il y aura toujours plus, c'est toujours plus, possible de plus, et que c'est pas comme ça que la nature fonctionne en fait, c'est pas toujours plus haut, toujours plus beau. C'est pour ça que l'idée d'un guide qui est basé sur l'équilibre et pas sur la performance, c'est plein de respect. Oui, de l'ordre du cyclique en fait, plutôt que de la performance qui serait linéaire et qui serait, il peut y avoir des hauts et des bas, mais en tout cas il y aurait une progression constante, alors que finalement c'est quelque chose qui est complètement cyclique à l'image de ce qu'on trouve dans la nature, et c'est pas mieux avant le cycle ou après le cycle, c'est différent. Les choses ont évolué, la graine elle est se planter ailleurs, il y a un arbre qui pousse ailleurs, et puis le cycle va recommencer de toute façon. C'est inexorable. Et à partir du moment où on accepte ça, je crois qu'on a fait un sacré chemin dans la vie. Mais comme on vit quand même pas dans une société qui ne nous invite pas vraiment à ça, c'est pas évident. C'est là où ça demande de rester, de s'aligner et de rester dans cet axe, sachant que cet axe, il est en mouvement permanent, puisque le mouvement, c'est la vie. Et donc que cet équilibre, on va le perdre. C'est pas grave parce qu'on le retrouve. C'est bouleversant. C'est-à-dire que si on est aligné et équilibré, on est à contre-courant. Aujourd'hui, je crois que quasiment, ouais. Je parle de la société occidentale, capitaliste moderne dans laquelle on évolue. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde assez désaligné. À partir du moment où on s'est désaligné du rythme de la nature, je vois difficilement comment on peut être aligné. Et pour moi, l'objectif de ce livre, c'est déjà de se connecter à son propre rythme naturel. Et une fois qu'on est connecté à ce rythme, oui, il y a une forme d'alignement qui se fait nécessairement. Et toutes les plantes, elles poussent vers le ciel. Même s'il y a un obstacle, elles vont le contourner, mais c'est pas grave, elles vont chercher à monter. Donc cet alignement, il est naturel. Ce qui est pas... Et c'est normal de le perdre aussi, puisque pour moi, c'est presque l'équilibre, c'est comme l'équilibriste qui marche sur le fil. Un coup, il penche à droite, un coup, il penche à gauche. Finalement, l'instant où il est vraiment au milieu, il est très éphémère. Évidemment, ça me fait penser à la citation chinoise « Seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant ».
Alors, les êtres alignés seraient peut-être des saumons, pour filer la métaphore et rejoindre ce que disait Christine, c'est qu'on nage à contre-courant. Il y a plus des... Il pourrait y en avoir plus, je suis sûre qu'il pourrait y en avoir plus. Ça rejoint un petit peu l'idée que, en tout cas, que je défends volontiers dans la neurodiversité, de dire que ce n'est pas forcément la masse qui devrait être le standard, mais plutôt les extrêmes. Et puis, si j'en reviens à l'idée que ton guide, oui, il est pour les hauts potentiels, sensibles et intellectuels, mais il est aussi pour toute personne qui recherche un équilibre par rapport à ces différents éléments. Je pense que si on prend ce guide-là, en disant si ça peut fonctionner pour un haut potentiel sensible ou pour un haut potentiel intellectuel, il y a des chances que ça puisse fonctionner pour quelqu'un qui a cette quête d'authenticité et d'équilibre. Oui. Oui, pour moi, ça fonctionne absolument pour tout le monde parce que la métaphore se veut universelle, au-delà même des différences cognitives, des spécificités des uns et des autres, et que c'est un chemin qui est accessible clairement à tout le monde. J'étais en train de penser à ma métaphore des plantes et puis d'un coup, j'ai pensé à toutes ces plantes tombantes qui seraient un peu la neurodiversité des végétaux qui ont tous tendance à pousser vers le ciel et non, il y en a d'autres qui viennent vers la terre. Et ça existe aussi, ça fait partie de la nature aussi. Je ne sais pas du tout où ça mène, mais voilà, c'est mon petit esprit au potentiel qui fait les métaphores. Il va trouver un lien dans pas longtemps, c'est possible. Je trouve ça intéressant ton idée, je ne l'avais pas entendue encore, que c'est finalement les extrêmes qui devraient être la norme. Le standard, ouais. Est-ce qu'on a besoin d'une norme en fait? Pas d'une norme, non. Je pense pas qu'on a besoin d'une norme, mais d'un standard. Par exemple, si on pense à un environnement de travail, si on pense... par exemple, quand je parle du TSA en entreprise, alors je vais très souvent dire que tout le monde peut bénéficier d'un cahier des charges clair, absolument tout le monde. Et puis que c'est juste que quand on n'en a pas nécessairement et profondément besoin, on ne va pas forcément le demander. Et puis on va faire avec une espèce de marge pour s'adapter. Et quand on en a vraiment besoin, alors on va le demander et puis on va aller le chercher. Mais je pense que si on le donnait à tout le monde, tout le monde serait très bien avec un cahier des charges précis. C'est un exemple. Ouais, c'est intéressant. À méditer. Moi, j'aime beaucoup aussi par rapport au plus, moins intense. Quand je réfléchissais un petit peu sur tout ce que j'apprenais par rapport à mon corps, les éléments, l'extérieur, l'intérieur, la relation aux émotions, je me disais justement que un outil qui réagit de manière intense, aussi il a besoin de moins, paradoxalement. Et puis je me disais aussi, alors un outil qui est performant va aussi avoir besoin de plus, paradoxalement. Je trouvais intéressant comme, en fait, ça m'a beaucoup stimulé de voir tous ces angles un peu différents. Et puis j'ai trouvé aussi que ça mettait bien en valeur le côté unique. Parce que justement, c'est un peu un self-service, où là, tout est possible. Et puis, ce qui est important, c'est vraiment de se connecter à ses besoins, comme tu disais au début, pour ensuite pouvoir aller chercher ce dont on a besoin, pour pouvoir être dans cet état de déséquilibre où son besoin n'est pas satisfait. Et puis, quelque part, on sera en souffrance à l'intérieur, on aura tendance à aussi déverser un peu sa souffrance à l'extérieur et pouvoir retrouver cet alignement. Oui, parce que cet équilibre, il est propre à chacun. Ce qui est un équilibre pour moi n'en sera pas forcément, même très probablement pas un pour toi. Donc déjà, c'est propre à chacun. Et cette notion de plus et moins, elle me paraît importante aussi dans cette notion d'équilibre, c'est-à-dire que oui, un haut potentiel peut avoir une activité intellectuelle très intense. Si on fait des comparaisons, on pourrait dire plus intense qu'un normopensant. Et en parallèle, pour l'équilibrer, il y a des chances pour qu'il ait besoin aussi de plus de repos, plus de calme, donc moins d'activité, moins de sollicitations. Et c'est là où ça va s'équilibrer.
de même manière que quelqu'un qui serait moins stimulé émotionnellement, il va avoir besoin de sensations plus fortes. Et c'est là où les choses s'équilibrent. C'est pas plus tout le temps, en fait. C'est pas toujours plus d'activité tout le temps. Au contraire, elle doit être contrebalancée. Sinon, c'est là, clairement, où on perd l'équilibre. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté, moi. Ça m'avait généré une métaphore que mon chef n'avait pas compris à l'époque pourquoi j'avais réagi aussi mal quand il m'avait demandé de prendre un nouveau dossier en plus. J'avais eu cette intuition et cette idée-là qu'en fait, on jongle avec des quilles. Et on a parlé du funambule en introduction, mais pour continuer dans la métaphore du cirque, moi, j'ai l'impression que je jongle avec énormément de quilles et que tout le monde enfin tout le monde, beaucoup de gens ont l'impression que ça ne me demande pas d'effort, mais quand on jongle avec 14 quilles et qu'on demande d'en rajouter une 15e, bah, tout peut s'effondrer. Et puis là, les gens ne comprennent pas pourquoi on peut réagir aussi mal ou pourquoi on est aussi désespéré, mais c'est juste rajouter une quille. Ouais, mais à 14, j'étais déjà à la limite, donc je ne peux pas ajouter une 15e quille. Ce n'est pas possible. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le monde du travail. Les hauts potentiels que j'accompagne, c'est quasi exclusivement dans le monde professionnel, dans leur déploiement professionnel. Et c'est quelque chose qui revient très souvent. Alors déjà, d'une part, le fait qu'ils travaillent plus vite que leurs collègues. Ce qui prend une journée à leurs collègues, eux, ils le font en une demi-journée. Et que là, il y a plein de postures différentes qui sont possibles. Il y a ceux qui vont dire j'ai terminé, à qui on va remettre un peu plus de travail, donc ils vont finalement travailler 2 fois plus que leurs collègues pour le même salaire. Donc est-ce que c'est vraiment équitable ou pas? Il y a ceux qui ne vont rien dire et qui vont profiter de leur après-midi disponible pour nourrir leurs intérêts, leurs loisirs, mais qui en même temps peuvent culpabiliser de le faire. Donc, il y a un bénéfice, mais qui est un peu amoindri par la mauvaise conscience qu'on peut avoir d'avoir ça. Et puis, il y a ceux qui sont beaucoup dans l'empathie, donc qui vont aller aider les collègues aussi, qui vont prendre un dossier de plus un, et qui ont parfois du mal à dire non aussi. Et effectivement, il y a un moment où la 15e qui arrive sur le dossier, on n'en pouvait déjà plus trop à 10, mais c'est pas grave, on encaisse. Et là, la 15e, ça explose, avec une intensité parfois toute caractéristique du haut potentiel qui n'est absolument pas comprise parce qu'il n'y a pas eu de signe extérieur d'alarme. Parce que c'est vrai que je crois qu'on a cette capacité à encaisser quand même beaucoup de choses sans rien dire. On l'a peut-être appris. Je ne sais pas si c'est intrinsèque au haut potentiel ou si c'est acquis par l'expérience de vie, peut-être encore une fois avec la société dans laquelle on évolue, le système éducatif, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que tu évoques là, c'est quelque chose que je vois très souvent aussi. Et c'est là où on fait face à l'incompréhension totale de notre interlocuteur qui se demande ce qui est en train de se passer et où on peut faire de la réparation à ce moment-là parce que c'est arrivé. Mais c'est là où la prévention en amont me paraît particulièrement importante pour ne pas se retrouver dans cette situation. Et si ça nous est arrivé une fois, faire en sorte que ça n'arrive pas à nouveau, parce que sinon, de toute façon, c'est sûr que ça va se représenter jusqu'à ce qu'on ait compris la leçon. Il y a des chances. Donc, pour moi, c'est une bonne occasion d'introspection et notamment d'arriver à poser des limites, ce qui n'est pas évident non plus quand on a envie d'aider. Mais là, on en revient souvent aux blessures de l'enfance. Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de se sentir aimé en apportant de l'aide aux autres à ce point-là? Je ne sais pas s'il est possible d'aborder des sujets qui, à un moment ou à un autre, ne reviennent pas à ces racines-là. En tout cas, j'ai l'impression que c'est très fréquent dans le travail que je fais aujourd'hui. Même s'il est en lien avec le milieu professionnel, on en revient à ces histoires d'enfance très souvent. En tout cas, si tu sais jongler avec 14 skis, c'est impressionnant quand même. Je suis allé jusqu'à 21. Ah ouais, moi je sais vaguement faire avec 2 balles que je fais passer maladroitement d'une main à l'autre à 21 quilles. Évidemment. 21 quilles sur un monocycle, sur un fil. Ouais. Il y a un moment, on doit dire stop. Impressionnant. Il n'y a pas véritablement de questions dans le chat. Il y a Rachel qui dit peut-être est-ce pour cela qu'on n'a pas tellement besoin de se mettre en retrait du mouvement du monde.
Je pense que c'est le bon moment pour aborder la question du rituel quotidien, page 186. Beaucoup de choses dans les pages 180. Ah oui. On arrive dans la zone de l'essence, ça devient des choses vraiment fondamentales. Mais pour y arriver, il faut avoir fait le chemin, parfois nécessaire d'avoir parcouru un peu de chemin des éléments avant. La question du rituel, est-ce que tu as une question? Tu veux juste que j'en parle? Non, je pense qu'on doit évidemment lire ton livre avant d'arriver à la conclusion, sinon ça n'aurait pas de sens. Évidemment, on doit construire son propre rituel en fonction de tous les aspects que tu abordes, que j'espère pouvoir le faire un jour. Je trouve effectivement que c'est une très bonne idée. Je pense que les rituels peuvent être évolutifs en fonction de son état d'esprit et que je trouve que c'est aussi un point essentiel dont on peut discuter maintenant. Pour moi, c'est quelque chose d'important et que j'ai découvert avec la pratique du yoga. C'est un peu comme l'ancre du bateau, tu vois, si tu veux pas qu'il parte à la dérive, de revenir régulièrement à son point d'ancrage, ça aide. Et pour moi, ce rituel, il a pour but de créer ce point d'ancrage, de connexion à soi, ne serait-ce que voir comment je me sens aujourd'hui. Après, on peut mettre plein de choses dedans en fonction de ses besoins. Et je n'ai pas du tout envie d'imposer quoi que ce soit. En revanche, d'avoir ce temps pour soi, de connexion à soi, ça peut être le matin au réveil, parce qu'en général, c'est là où on a encore l'esprit assez disponible. Mais ça peut aussi être après avoir emmené les enfants à l'école quand on a 10 minutes pour souffler. Ça peut être au moment de la pause déjeuner, après avoir déjeuné, prendre 10 minutes, un peu une digestion-connexion. Ça peut être un sas à la fin de la journée de travail aussi, avant de retourner chez soi, auprès de son partenaire de vie, de ses enfants, ou même quand on vit seul, pour faire vraiment ce sas et commencer sur une base un peu différente, reprendre, que ce ne soit pas un fil continu, et du coup de marquer des temps aussi pour chacun des espaces de vie. Et en fonction de ce qu'on a envie de faire évoluer, de ce dont on pense avoir besoin dans l'instant, évidemment, on peut mettre plein de choses différentes. Pour moi, il est vraiment important, et je me rends compte que, bien sûr, je ne le fais pas tous les jours, en général, quand ça fait 4-5 jours que je ne l'ai pas fait, je ressens un manque. Au début, il y avait une forme de discipline, je me suis astreint à le faire. Et puis, c'est devenu quelque chose de quasi inévitable. Et effectivement, quand il y a plusieurs jours d'affilée où je le loupe, je ne ressens pas le manque tout de suite. D'abord, je commence à dériver un peu. Et une fois que j'ai suffisamment dérivé, je me dis, tiens, ah oui, c'est vrai, où est passée l'encre? Et donc, je reviens à ma pratique. Mais c'est une solution qui est très personnelle. Je sais qu'elle marche pour certaines personnes, elle ne marche pas pour tout le monde, parce que déjà, il faut avoir l'espace-temps pour pouvoir pratiquer ça. Mais déjà, 3 minutes, ça fait une sacrée différence dans la journée. J'avais une question qui était en message privé. Je ne sais pas pourquoi. On me demandait à quel âge j'avais découvert mon HP. Et la personne me dit, perso, je l'ai découvert il y a moins d'un mois et j'ai 33 ans. Eh bien, Léa, j'avais le même âge que toi. Il y a aussi une très belle citation qui n'est pas de toi pour le coup, mais c'est très belle quand même. Ce que l'on réprime s'imprime, ce à quoi on résiste persiste, ce que l'on fuit nous poursuit, mais ce à quoi on fait face s'efface. J'ai cherché l'origine de cette citation, elle est introuvable. Elle est attribuée à plein de gens. Ouais. On va dire que c'est une citation de Marjorie Véron. Magnifique citation. Non, c'est comme dirait, j'avais vu ça sur Internet, comme dirait Shakespeare, le problème avec les citations aujourd'hui sur Internet, c'est qu'il n'est jamais vraiment facile de savoir si la personne en est vraiment l'auteur. Et ouais, cette citation, elle vient de... C'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans les milieux de l'énergétique, du développement personnel. Et même si je prends un peu de distance avec certains de ces milieux,
je trouve qu'elle reste très vraie, finalement. Parce que tant qu'on n'est pas à accueillir ce qui est là, sans forcément l'accepter ou ouais, se dire qu'on est pleinement d'accord avec ce qui est là, en tout cas constater que c'est là, c'est ça qui permet d'évoluer. Tant qu'on fait un peu l'autruche, qu'on met ça dans l'ombre, dans la caverne, on parlait tout à l'heure, il ne se passera pas grand-chose, si ce n'est que ça va prendre de plus en plus de force et d'appuyer pour chercher à remonter probablement. Et que ça demande beaucoup d'énergie aussi de réprimer ça. Donc même si ça peut être terrifiant, c'est souvent la peur d'avoir peur qui est plus, ou d'avoir mal, qui est plus importante que la douleur elle-même au moment où elle se présente. Parfois, il faut crever l'abcès avant de crever tout. J'avais la peur d'avoir mal à court terme et de se créer quelque chose de plus douloureux à long terme. C'est pas évident ça pour le cerveau humain qui a plutôt tendance à privilégier les bénéfices immédiats aux efforts immédiats pour les bénéfices à long terme. Donc c'est là où ça demande un vrai acte de volonté et de se dire ok, j'y vais. Écoutez, au niveau de l'énergie, je suis toujours épatée dans la population que je vois qui est HP. L'investissement au niveau de l'énergie pour des stratégies de compensation, des stratégies d'évitement. Et puis, quand on regarde vraiment, on dit, bon, alors on fait tout ça dans cette direction pour équilibrer tout ça dans cette direction. Mais en fait, ces deux directions-là, ça fait beaucoup d'efforts. Il y a plein de trucs entre deux. Souvent, il faut vraiment qu'on en arrive à soit de la douleur, ou soit de la perte, ou soit vraiment des éléments qu'on peut pas nier pour arriver à se dire, mais il y a une manière un peu plus écologique quand même de faire avec, non de faire sans, hein, mais impressionnant l'énergie qui peut être investie juste pour faire avec. Ouais, c'est vrai que l'énergie qu'on déploie à se préserver, à se protéger, elle est colossale. On ne s'en rend pas forcément compte. Mais quand on y pense, l'énergie qu'on pourrait avoir si on arrêtait de lutter contre tout ça pour juste faire ce qu'on a vraiment envie de faire, ce serait presque vertigineux. Surtout quand on voit la vitesse à laquelle l'énergie peut circuler là-haut, à laquelle les idées peuvent fuser, les passages à l'action pourraient arriver. C'est complètement... Ouais, c'est fou. Ça. Tu dis, mais ce serait comment sans amarre ou sans avoir cette espèce de fil comme ça qui retient ou sans avoir ces limitations sociales de ce qui doit, ce qui ne doit pas ou ce qu'il faut pas. C'est voilà, c'est grisant. Oui, et porteur d'espoir aussi, de se dire que j'accompagne des gens qui sont aussi fatigués, qui en ont marre, qui sont épuisés, et finalement de se dire que la solution elle est peut-être aussi à l'intérieur. Si on lâche, alors peut-être qu'on ne peut pas larguer tous les amarres d'un coup, parce qu'il y en a quand même qui sont là pour de bonnes raisons, mais si on commence à en lâcher 2-3, déjà, il y a un regain d'énergie effectivement qui arrive assez rapidement. Et que finalement, oui, l'énergie à retenir cette amarre, elle est presque plus importante que celle qui nous propulserait. Bon, sur ce silence, j'ai une question par rapport aux besoins de célébration. Là encore, ça m'a fait tellement bien que la plupart d'entre vous connaissez un petit peu, mais j'aime bien tout célébrer. Je ne peux pas de célébration n'importe quoi tout le temps. Parce que voilà, c'est un peu mon mode de base, je crois. Et puis, j'ai beaucoup aimé parce que justement, c'est reconnaître un besoin que je ne vois pas très souvent reconnu. C'est plutôt généralement, on met ça sur un type de personnalité. Et puis, voilà, j'ai bien aimé. Alors, je peux aussi reconnaître le jeu. J'ai beaucoup aimé que ce soit un besoin reconnu.
Parce que souvent, je demandais, quand j'enseigne Maslow, ben justement, c'est ce que je demande. Je dis, mais où est le jeu? Alors, tout le monde un peu projette leur image. Alors, ah non, mais c'est la défactisation. Il faut vraiment attendre tout ce temps pour jouer. Il y en a d'autres qui vont dire, non, mais c'est un besoin de base. C'est pas bon, on en meurt si on n'a pas. Et puis, du coup, ben non, en fait, c'est pas là. Ça n'existe pas, c'est pas reconnu comme un besoin là. Et puis aussi, ce qui me gêne dans l'idée de Maslow, c'est que si on a de l'argent, on peut tout acheter. C'est pas logique de dire qu'il y a des besoins universels qui dépendent de l'argent qu'on peut dépenser pour satisfaire ces besoins. Alors que là, quand on parle de célébration ou de jeu, je trouve que c'est des besoins universels. Hein. Merci, vraiment merci. L'être humain que je suis te remercie. Et puis, je les trouve tellement faciles à partager. Ouais. C'est tellement facile de partager un jeu, de partager une célébration. Ouais. Et le besoin de jeu, d'amusement, il est présent, je crois qu'il est présent chez tout le monde. Simplement, il est possible qu'on ait appris en devenant adulte à réfréner ses besoins. Ils ressortent assez facilement. Je ne sais pas si tu fais ça, toi, parfois, la facilitation d'équipe, de la cohésion de groupe, assez rapidement. Même si au début, on introduit un jeu, les gens sont un peu en retrait en disant « c'est bizarre ce qu'elle nous propose, je vais être ridicule devant mes collègues ». Et puis, une fois qu'on a laissé tomber un peu ce match, très rapidement, en fait, tout le monde s'amuse, tout le monde rentre dans le jeu très rapidement, ce qui prouve bien que c'est quand même assez naturel pour tout le monde, même si on a mis des couches et des amarres, justement, qui nous empêchent de jouer. Donc, je suis d'accord avec toi. En tout cas, pour moi, c'est un besoin fondamental. J'ai besoin de jouer, j'ai besoin de m'amuser. Et j'ai besoin de célébrer aussi et de marquer les étapes importantes de vie. Et quand je parle de célébration, je parle de célébrer nos victoires, mais de célébrer nos pertes aussi. Parce que ça aussi, c'est important. Ça fait partie des rites qu'on retrouve dans beaucoup de traditions. Et finalement, prendre le temps de marquer des temps d'arrêt pour les choses qui ont été importantes. Au quotidien, on ne prend pas forcément ce temps de célébrer. Même, voilà, moi, à la fin de cette interview, je pourrais célébrer le fait d'être restée pendant 2 heures avec vous, d'avoir parlé de ce livre, d'avoir été invitée à le faire. Et en soi, c'est une victoire. Donc tout ça, c'est important si on veut marquer les étapes, progresser et se rendre compte qu'on avance, parce qu'on a aussi tendance à oublier les petits pas, les petites victoires, mais finalement, il n'y a pas de grand chemin qui se fait sans petits pas. Donc de célébrer ces petits pas, ça nous permet de ne pas attendre d'être arrivé au grand but final qui en plus, lui, recule ou avance en même temps que nous, on avance vers lui, vers cet idéal. Et la célébration des pertes, elle me paraît importante aussi pour marquer ces étapes de la même manière, j'aurais aimé ça, c'est pas arrivé. Et quand je dis célébrer, c'est honorer tout simplement le fait qu'il y a un temps, peut-être un temps de deuil, de tristesse par rapport à quelque chose qui n'est pas arrivé. Et je trouve que c'est important parce que ça permet de passer à l'étape suivante plus sereinement aussi. Parce qu'on parle des deuils de personnes qu'on a aimées ou notre entourage. Il y a des deuils de projets, des deuils d'idées. On vit plein de deuils en fait au cours de notre vie et on ne prend pas forcément le temps de les honorer. Et parfois, c'est ça qui nous empêche de passer à la suite aussi, de ce que j'ai observé en tout cas. Donc voilà, célébrer, il n'y a pas toujours un côté festif, mais en tout cas, il y a un côté d'honorer ce qui a été. Ça me permet d'enchaîner sur la page 129, évidemment. Non, sur l'importance des cycles. Il ne peut pas y avoir il y a aussi une vérité fondamentale et des phrases magnifiques sur cette page. Il ne peut pas y avoir de printemps et d'été s'il n'y a pas eu d'automne et d'hiver. Et c'est dit de façon avec des mots très simples, mais c'est tellement fondamental ce que tu écris dans ce chapitre que je te remercie pour ça également. Et c'est vrai que c'est important, qu'on doit avoir des besoins de déconnexion, d'être en jachère, parce qu'on ne peut pas tout le temps être productif. Je citais Aristote tout à l'heure sur le fait que les racines de l'éducation étaient amères et les fruits sont doux. Par contre, effectivement, il y a un moment où on a besoin de se reposer, on a besoin de recharger nos batteries, on a besoin de ne rien faire. Ça fait du bien de rien faire. Je te remercie pour cette belle transition entre les cycles et ce qu'on célèbre, parce que finalement, la mort fait partie du cycle de la vie, l'hiver, et on est dans une société qui voudrait que ça soit tout le temps le printemps et l'été, en fait.
On serait tout le temps productif, il y aurait toujours des actions qui donnent des fruits, et puis on fait des actions et ça redonne des fruits. Et, le truc, c'est que ça ne marche pas comme ça parce que c'est épuisant. On a besoin d'avoir ces temps où ça virevolte un peu, où il y a des choses qui tombent, on laisse des choses partir, et puis on se retrouve devant une forme de vide. Et moi, j'aime bien cette notion de vide fertile, en fait. C'est pendant l'hiver, alors qu'on ne voit pas du tout ce qui est en train de se passer, que sous terre, il y a plein de choses qui se passent, qu'il y a du muscle qui est en train de descendre, qui est en train de nourrir la terre, il y a des graines qui sont en train de se préparer à germer. Et tout ça, ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Et ces périodes d'inactivité, de repos, où on a l'impression qu'on est en train de ne rien faire, pas du tout, on n'est pas du tout en train de rien faire, on est en train de préparer le prochain printemps en général. Et ces cycles, ils sont absolument fondamentaux. C'est un peu plus facile de s'y reconnecter pour les femmes parce qu'elles vivent ces cycles naturellement tous les mois. Et qu'elles connaissent bien ces 4 saisons, j'en parle un peu dans le livre aussi, ces 4 saisons de la femme qu'elle traverse tous les mois où il y a les phases où on a très envie d'être vers le monde, les phases où on a très envie d'être empathique, les phases où on est beaucoup dans nos projets, et puis les phases où on a plutôt envie d'envoyer paître tout le monde, et celles où les émotions peuvent être particulièrement débordantes. Et donc on connaît ces cycles naturels tous les mois. Donc pour nous, c'est un peu plus facile de nous y reconnecter quand on ne s'en est pas complètement déconnecté du fait d'une société, comme je disais tout à l'heure, qui voudrait qu'on ait un fonctionnement très linéaire. Donc oui, à l'automne et à l'hiver, qui sont des belles saisons intérieures aussi, pendant lesquelles il se passe presque plus de choses qu'au moment du printemps et l'été, où c'est juste la force de vie qui jaillit. Mais s'il n'y a pas eu d'hiver avant, l'automne et le printemps peut manquer d'énergie, tout simplement, de force vitale. Parce qu'il n'y a pas eu de ressources en eau. Donc, vive le vide fertile. Et oui, en plus, je pense qu'il y a besoin de vide pour pouvoir créer. Oui. Et c'est pour moi dans ces espaces que j'en parle un peu dans le livre, les différents modes de fonctionnement du cerveau et le mode par défaut, quand on n'est pas concentré sur une tâche, il y a ces passages où c'est pas trop encore ce qui se passe au niveau neuronal, mais il y a des connexions qui sont faites, qui n'auraient pas pu être faites par le pur raisonnement, la pure logique, et qu'on peut appeler créativité, intuition, imagination, peu importe, c'est des mots. Mais ça n'arrive pas si on est tout le temps dans la pensée, dans cette sursollicitation intellectuelle. Et la créativité, pour moi, elle émane de ça aussi, de cette période de vide fertile. Je vois Didier qui m'a posé un message direct. Y a-t-il une corrélation entre les heures miroirs et les rêves? J'en sais rien du tout, Didier. J'avais vu la question un peu plus haut. Oui. Ah, elle a déjà été posée, ok. Est-ce qu'il y a une corrélation? Il y a la corrélation que toi, tu vas faire déjà. Depuis que je sais que 16h16, c'est la seule heure miroir négative de la journée, à 16h, j'évite de regarder quoi que ce soit. Ça devient ridicule, c'est bien une superstition absurde. Comme on le sait, il ne faut pas être superstitieux, ça porte malheur. Et puis, toutes ces idées, c'est pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça t'apporte en fait. De dire, ah, il est 11h11, il est 12h12, c'est signe que quoi En fait, depuis que je sais que les heures miroirs sont censées être importantes, à chaque fois que j'en vois une, à part 16h16, il se passe quelque chose. Je pense que je me suis auto-pavlové sur le fait, une heure miroir, hop, et ça me booste comme ça. Et je ne sais pas pourquoi. Ouais. C'est intéressant. On est dans l'ordre de la prophétie autoréalisatrice, quoi. Il est 11h11, il va se passer un truc intéressant. Ah, il vient de se passer un truc intéressant, justement. Exactement.
Et d'ailleurs, est-ce que tu souhaiterais nous parler de notre état d'esprit de développement abordé par Carol Dweck sur le fait qu'on a deux états d'esprit? Ça, c'est aussi quelque chose, un concept que j'ai trouvé très intéressant dans ton livre, hein, sur l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de développement. J'ai trouvé ça passionnant à lire et absorbé. Oui, c'est quelque chose qui est pour moi très important si on veut évoluer. C'est d'adopter cet état d'esprit de développement. Alors, on peut avoir tendance à être dans cet état de développement fixe, c'est-à-dire, ça je le vois beaucoup avec les questions de confiance en soi ou de légitimité. Je suis nulle, je ne sais pas faire ça. De toute façon, j'ai jamais su faire. Et de se dire, bah voilà, c'est un fait et l'état d'esprit est fixé sur des compétences, sur des capacités. Et quand on passe à l'action, on fait quelque chose, on se prend ça en retour. C'est-à-dire, bah voilà, je savais bien que j'étais nulle, ou on a ce qu'on pourrait appeler un feedback négatif, un retour négatif, de se rendre compte que bah, ça n'a pas été aussi bien que ce qu'on espérait, donc on se met dans un état, on reste dans l'état fixe, de toute façon, je ne sais pas faire. Alors que dans l'état d'esprit de croissance, on va considérer qu'on est des êtres en constant développement, en constante amélioration, et qu'on peut toujours progresser. Donc, je fais du mieux que je peux aujourd'hui, et ce mieux, eh ben, il est peut-être moins bien que demain, ou peut-être mieux que demain, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais chercher à progresser, donc de retirer quelque chose de l'expérience que je viens de vivre pour pouvoir progresser. Et cette différence, moi, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, elle est vraiment fondamentale, en particulier dans ce que je fais dans l'accompagnement de développement de projets indépendants. De se dire, bah, voilà, ce que je veux, c'est avoir une activité de coaching où je gagne tant, où j'ai tant de clients. Ça va être un état de développement fixe, c'est-à-dire bah, je veux déjà avoir une voiture. Alors que l'état de développement de croissance, c'est de se dire, bah, ok, je vais commencer avec ce que j'ai. Même si je n'ai pas de site internet, ce n'est pas grave. Je vais commencer avec une trottinette. Et puis ma trottinette, ça va devenir un vélo. Et puis mon vélo va devenir une moto. Et ma moto va devenir une auto. Et ça, c'est vraiment l'état de faire avec ce qu'on a aujourd'hui et de chercher l'amélioration progressive plutôt que de se dire, tant que je ne suis pas arrivée là, en fait, je ne fais rien. Parce que c'est ça qui nous paralyse. C'est d'avoir cet idéal qui, par définition, est une idée, donc ne peut pas exister concrètement et qui fait qu'on procrastine en général beaucoup. Je trouve d'ailleurs qu'il y a une assez forte corrélation entre cet état d'esprit de développement et les 5 types de pensée que tu abordes un peu plus tôt dans le livre, sur les généralisations et interprétations, les injonctions, les jugements, les comparaisons, les victimisations et les reproches. Et ce que je me suis dit en lisant ça, c'est que je pense que dans ton interprétation, c'est peut-être par rapport aux autres ou peut-être par rapport à soi-même. Moi, je l'ai surtout pris par rapport à moi-même, puisque je suis mon plus grand contradicteur et mon plus grand... Je suis un triangle de Cartman à moi tout seul. Je me suis très bien en tant que bourreau, victime et parfois sauveur, heureusement. Je crois qu'on le fait tous, hein, ça, à l'intérieur de soi-même, ce triangle de Cartman déjà. Et oui, ces 5 types de pensées, dans mon esprit, elles sont écrites avant tout pour soi, par rapport à soi. Mais ce n'est pas toujours évident de se rendre compte de ce qu'on pense de soi-même. Comme première étape, c'est plus évident de se rendre compte de ce qu'on est en train de faire aux autres, de penser des autres. Donc je ne sais plus exactement si je l'ai écrit un peu sur les 2 axes ou pas. Mais en tout cas, merci de faire le lien entre ces 2 choses qui sont dans 2 éléments différents, parce que ça montre bien qu'il y a des liens entre tout ça, que ce n'est pas juste des choses qui sont posées là, histoire de parler de choses que je sais, mais bien parce que tout ça, pour moi, forme un écosystème véritablement, et que chaque point vient répondre à un autre point. Et si tu fais bouger, tout à l'heure, Alban me disait par quoi est-ce qu'il faudrait commencer, ben, le simple fait de faire bouger un élément du système va faire bouger de toute façon tout le système. Donc, commencer par l'état d'esprit de développement ou commencer par les types de pensée à rééduquer peut-être, peu importe. L'essentiel, c'est de commencer par quelque chose. Commencer par un petit pas, un premier petit pas qui, de toute façon, sera le début de quelque chose nécessairement.
C'est toi qui aimes bien les citations. C'est Lao Tse qui a dit chaque voyage de milieu a commencé par un premier pas. Il y a plusieurs versions. Celle que je connais, c'est même le plus long des voyages commence par un premier pas. Mais effectivement, ça peut commencer par 1000 kilomètres. Il y a plein de versions. Peu importe la taille, la longueur du voyage, si on veut voyager, de toute façon, il y a un moment où il faut passer à l'action. Et ce n'est pas forcément le point le plus évident pour le haut potentiel. Donc, c'est pour ça que dans ce livre, je voulais balayer un peu tous les points, y compris celui du passage à l'action avec l'élément feu, qui me paraît assez fondamental parce que sans ça, il ne se passe rien. À part dans notre magnifique univers intérieur. Et comme a dit le grand philosophe Jean-Jacques Goldman, il n'y a que les routes qui sont belles et peu importe où elles nous mènent. Mmh. On s'approche gentiment de la fin. Si les participants souhaitent poser des questions. Allez, Sandrine, je suis sûre que tu as des questions. Quand je vois les participants, Isabelle aussi, Anaïs, je suis sûre que vous avez des questions. Je refais le tour de mes notes, mais je crois que j'ai un peu fait le tour de tous les sujets que je souhaitais aborder. D'ailleurs, tu pourrais le faire sous forme de bonus, sous forme d'aphorisme. Là, je trouve qu'il y a une matière première pour des aphorismes absolument magnifiques, dont on en a plein. C'est pas évident, quand ce sont tes propres mots, de sortir des phrases en disant « Ah, ça, c'est une phrase forte ». C'est parce que je les entends dans ta bouche comme ayant été relevées comme des phrases impactantes pour toi, et en les entendant, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, j'avais des frissons en l'entendant, je me disais « Ah oui, effectivement, c'est une phrase lourde de sens quand même ». Mais peut-être qu'avec un peu de recul maintenant, effectivement, je pourrais reprendre le livre et en chercher quelques phrases impactantes, mais juste après l'avoir écrit. C'est vraiment pas évident. J'ai une question justement par rapport au processus d'écriture. Parce que si je me souviens bien, de suivre sur LinkedIn, tu avais une méthode, tu avais un certain temps que tu t'es donné ou tu avais une certaine discipline pour écrire. Alors, il y a eu les contraintes éditoriales qui ont fait ça aussi. Mon rythme de travail, en gros, l'éditeur m'a demandé combien de temps j'avais besoin pour écrire. Je lui ai dit, bon, je ne sais pas, 2-3 mois. Et il m'a dit, bon, ça ne fait pas beaucoup. Je lui ai dit, ouais, non, peut-être plus 6 mois. Donc, il m'a dit, OK, je vous donne 6 mois. Et puis, en réalité, je n'ai rien fait pendant 3 mois. Enfin, je n'ai rien fait pendant 3 mois, 3 mois et demi même. Et puis là, je vais regarder le calendrier. Je me suis dit, OK, il me reste 2 mois. Donc, défi, 2 mois pour écrire un livre. 60 jours pour écrire un livre. Je connais bien ça. Pardon ? Je connais bien ça, ce délai de 6 mois, puis finalement, on fait en 2 mois. Voilà, qui est finalement pour moi une façon de travailler, en fait. Parce que, bon, déjà, le livre, il n'est pas sorti de nulle part. On s'était quand même mis d'accord avec l'éditeur sur un certain nombre de choses. Pour moi, c'était un projet qui était en maturation depuis un moment. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un temps de 2 mois à peu près pour que les idées se mettent en ordre dans ma tête avant de pouvoir les écrire. Parce qu'à un moment, je me suis mis devant mon ordi, je me suis dit, bon, allez, tu commences, et cette fois-ci, pas à la dernière minute. Sauf que c'était complètement désorganisé et qu'en fait, j'avais besoin de ce temps de maturation, pas d'organisation pour pouvoir écrire. Et par contre, une fois que je m'y suis mis et que les idées étaient organisées, là, ça a été beaucoup plus facile. Mais je sais que c'est ma façon de fonctionner et c'est Fabrice Michaud qui parle parfois des hauts potentiels comme ça, qui dit que c'est un peu comme les avions sur un porte-avions au décollage. Ils ont besoin d'avoir une énorme poussée pour pouvoir décoller, là où certains ont besoin d'avoir une grande piste pour prendre de l'élan, avancer avant de décoller. Et que je me suis bien reconnue dans cette métaphore, c'est vraiment ma façon de fonctionner. J'ai besoin qu'il y ait une grosse pression
pour y aller. Mais en général, ça a travaillé à l'intérieur déjà. Alors, en synchronicité, juste avant que tu poses ta question, Christine, Isabelle avait posé la question dans le chat. Vous avez mis combien de temps pour écrire ce livre? Et voilà, en répondant à ta question, Marjorie a répondu aussi à la question d'Isabelle. Alors, pour l'écrire très matériellement, j'ai mis 60 jours. Pour le faire germer, plutôt 7 ans. Oui, c'est sûr, il y a la partie, oui, il y a toute la partie assimilation, décantation, intégration, apprentissage avant de restituer quelque chose, c'est sûr. Et tri aussi, trier qu'est-ce que j'ai vraiment envie de partager, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est déjà dit partout et ça ne sert à rien de l'écrire une fois de plus. Qu'est-ce qui fait une spécificité aussi par rapport à ce qu'on peut lire. Et c'est vraiment là où je me suis rendu compte que tout le chemin que j'avais fait d'exploration de plein de choses avait pris forme en faisant des liens qui n'étaient pas forcément faits jusqu'à présent entre différents domaines. Et c'est ça qui a pris du temps, en fait. C'est pas de prendre des connaissances ici, là, là ou là. C'est de se rendre compte qu'il y a des liens, il y a des ponts et arriver à structurer tout ça parce que les liens et les ponts, je les ai faits un peu automatiquement. Mais après, structurer tout ça pour que ça fasse quelque chose de cohérent, ça prend du temps. Et c'est venu au fil du temps. On a une question de Sandrine qui demande, alors une question sur la méditation et le haut potentiel, as-tu des astuces dans le livre? Alors, la méditation et le haut potentiel, des astuces dans le livre. Des astuces par rapport à quoi? Par rapport à la méditation pour les potentiels. D'après ce que je comprends, Sandrine. Alors, pour moi, la méditation, elle est très utile. Je ne suis pas sûre que ça soit le cas de tous les hauts potentiels. Il y a des hauts potentiels pour qui ça va être assez difficile, qui ont peut-être plus besoin d'aller se défouler en courant ou en tapant dans un punching ball pour se vider la tête que de s'asseoir sur un coussin pour observer les pensées qui passent. Pour moi, la forme de méditation la plus utile pour un haut potentiel, ça va être pas forcément celle de visualisation ou celle où on imagine, on projette des images, mais celle vraiment où on revient aux sensations corporelles. Donc la méditation de pleine présence, de pleine conscience, comme on l'appelle parfois, qui est vraiment portée sur qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Pour moi, c'est ça qui va être le plus utile pour quelqu'un qui va être beaucoup dans cette énergie mentale. Pour ceux qui vont être plutôt dans les émotions, ça va être très utile aussi parce qu'on va sortir des émotions pour revenir aux sensations. Et du coup, on décorrèle un peu l'effet émotionnel pour revenir à vraiment ce qui est en train de se passer là, au-delà de l'histoire mentale qui vient peut-être entretenir l'émotion. Donc pour moi, et c'est celle que je partage dans le livre, c'est la méditation sur les ressentis corporels qui peut être la plus salutaire pour le haut potentiel, si tant est que ce soit quelque chose qui l'attire et pas quelque chose qui s'impose, parce qu'il paraît qu'il faut faire ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Sandrine. Ah oui, merci. Je serais curieuse de connaître d'ailleurs les retours d'expérience des hauts potentiels méditants et non méditants, de savoir ceux pour qui ça a vraiment un apport. Si là encore, qui existe pour la majorité des gens, ce qu'on dit pour tout le monde, ça marche avec le même degré pour les hauts potentiels, ou si là encore on trouve des différences. L'année dernière, j'ai suivi un programme de méditation qui m'a été recommandé par Daphné Boulogne, qu'on connaît bien chez Surdouessence. Et il y en avait une qui avait été extrêmement salutaire et effrayante, qui concernait le fait d'accueillir les bonnes personnes dans sa vie. Et avec cette capacité d'imagination que j'ai et de visualisation, donc la méditation disait, voilà, visualisez toutes les personnes que vous connaissez dans une pièce. Et je voyais effectivement plein de gens, des visages que je connaissais. Maintenant, toutes les personnes que vous connaissez qui n'ont plus besoin de vous et dont vous n'avez plus besoin vont quitter cette pièce. Et quasiment tout le monde
à quitter la pièce. Ça, c'est effrayant. Maintenant, vous êtes prêt à accueillir des nouvelles personnes dans votre vie. Et là, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées dans cette méditation et dans ma vraie vie après. Et ça a effectivement été extrêmement salutaire pour moi, de me dire qu'il ne faut pas que je me raccroche au passé, que je ne me raccroche pas aux bonnes personnes pour des raisons liées au triangle de Karpman, par exemple, et le fait que c'est important d'avoir des relations saines avec des nouvelles personnes qui correspondent à des étapes de vie différentes. Ouais. C'est sûr que tout ça, c'est précieux. Pour moi, ce n'est pas évident de poser la limite entre la méditation, la visualisation. Pour moi, ça, c'est plus un exercice presque de processus hypnotique, tu vois, où on laisse venir l'inconscient, alors que la méditation, pour moi, elle a vraiment l'idée d'être ici, maintenant, d'observer les pensées. Mais ça, c'est la méditation de pleine présence. Ce que tu partages, c'est une forme de méditation aussi. On est dans un état modifié de conscience, en fait. On cherche à faire quelque chose de cet état de modifié de conscience. Et je vois Marion qui me dit, pour moi, c'est difficile la méditation. Je me laisse happer par mes pensées et ça peut avoir tendance à m'agiter. Et oui. Et c'est justement de te rendre compte que tu te laisses happer par tes pensées et que tu te rends compte que ça a tendance à t'agiter, qui fait que tu es en train de méditer, tu es pleinement présente à ce qui est en train de se passer. Et oui, je suis assaillie par des pensées, oui, c'est en train de m'agiter. Après, pour moi, la méditation en soi, elle est intéressante parce qu'elle peut aider à cette interoception dont on parlait au début. Et elle peut aussi aider à identifier ces pensées qui ont tendance à t'agiter. Et du coup, après, il peut y avoir un travail qui n'est plus de l'ordre de la méditation, mais de se rendre compte, tiens, en fait, je suis en train de ressasser cette idée-là en permanence. Et le simple fait d'en avoir pris conscience, bah, ça ouvre un espace de liberté. Qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai vraiment une liberté. Soit je retourne dans mon autoroute neuronale inconsciente qui fait que bah, je vais repartir dans la roue du hamster sur cette idée, soit j'ai la possibilité de prendre un chemin un peu différent qui va me demander un effort, certes, mais qui va me donner beaucoup plus de liberté, c'est-à-dire que je vais pouvoir choisir ce que je fais de cette pensée. Est-ce que je la transforme? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai à aller travailler? J'ose plus dire ce mot maintenant. Et parce que c'est vrai que je cherche à le remplacer aussi, donc merci d'avoir pointé tout à l'heure, Alban. Mais voilà, en tout cas, la méditation, c'est un point de départ pour ça. Et le simple fait de se rendre compte qu'on se laisse happer par les pensées, qu'on a tendance à s'agiter, c'est qu'on est, on est en train de faire cet exercice de méditation qui consiste à prendre un peu de distance, de hauteur, de recul. Ça dépend où on se place par rapport à ce qui est en train de se passer là. Anaïs qui nous partage qu'elle se sent en état de méditation quand elle crée ou quand elle répète des mantras. Elle trouve que sentir vibrer les sons dans le corps, c'est incroyable. Mais il me faut être au centre Vipassana pour me structurer à méditer, car seule chez moi, je n'ai pas cette rigueur. Alors, c'est sûr que ça demande une forme de discipline. Et c'est comme si on vivait dans une société où c'était un gros mot, discipline. Alors que finalement, la discipline, c'est un peu choisir les contraintes qu'on s'impose plutôt que de se laisser imposer des contraintes par l'extérieur. Je crois que c'est ça la liberté, hein, c'est pas faire ce que je veux quand je veux, c'est de choisir les contraintes que je vais m'imposer à moi-même. Et parce qu'on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut quand on veut dans un monde où on a interaction avec les autres. Et là, Anaïs, parle de deux choses dont je parle dans le livre aussi. Il y a cet état modifié de conscience qu'on peut atteindre avec la méditation, la visualisation, l'hypnose. Et puis, il y a cet état de flow dont on parle en psychologie positive, qui est, je pense, cet état dans lequel tu es quand tu dis « je crée ». Où on perd la notion du temps, en fait. On est tellement absorbé, on est pleinement à ce qu'on est en train de faire, on perd la notion du temps, on a l'impression d'être en train de réaliser quelque chose d'important pour soi. Et en général, quand on est dans ces états de flow, dit la psychologie positive, c'est qu'on est en train d'utiliser des talents qui nous sont naturels. Donc, j'en parle dans le livre aussi par rapport à l'essence et retrouver ce qui est naturel pour nous pour pouvoir l'utiliser si possible au quotidien parce que ça va nous demander beaucoup moins d'efforts. C'est quelque chose qu'on fait naturellement, donc on ne se rend pas forcément compte qu'on le fait mieux ou différemment que la moyenne, mais qui va beaucoup nous faciliter la tâche. Donc, ces états de flow, ils sont vraiment précieux, ils sont profondément ressourçants, je trouve aussi.
Merci, Marjorie. C'est bien de terminer sur le flow, de commencer par l'introspection et puis de finir par le flow. Il reste 2 minutes si d'autres personnes souhaitent intervenir. Je voudrais te remercier aussi pour quelque chose qui n'est pas dans ton livre, Marjorie, c'est ta douceur dans ta voix. C'était extrêmement reposant et apaisant d'avoir cette discussion avec toi pendant 2 heures. C'était très léger, très doux, et ça fait énormément de bien. Merci. Pour ça aussi. Moi, j'étais ravie d'échanger avec vous et de partager sur autant de sujets. Je ne pensais pas que mon livre se prêtait à autant d'échanges divers et variés. Je suis ravie d'avoir pu aborder tous ces sujets-là avec vous, parce qu'il y en a beaucoup qui sont assez profonds quand même, donc qui donnent matière à réflexion et qui, moi, me permettent de continuer à faire avancer ma réflexion aussi, la faire évoluer. Et voilà, comme mot de la fin, ce serait ça pour moi. Ce livre, c'est un point d'étape de mon trajet jusqu'à un certain moment, et puis la réflexion continue, le processus continue, donc j'aurai grand plaisir à partager la suite avec vous, avec d'autres prochainement. Avec plaisir. Je ne sais pas quand ce sera, mais ça arrivera, je suis sûre. Merci Marjorie pour ce mot de la fin. Je vous propose que tout le monde réactive sa vidéo, parce que j'ai rechangé. Puis Christine, je te laisse conclure si tu souhaites. Tu allais dire quelque chose. Moi, je veux bien. Je veux bien, parce que ce que j'ai beaucoup aimé dans la conversation de ce soir, c'est que c'est le prolongement du dialogue que j'ai ressenti en lisant le livre. Et je pense que les personnes qui auront eu cette conversation ce soir avant de lire le livre auront l'impression de continuer la conversation en allant lire le livre. Donc je trouve que c'est ni l'un ni l'autre, ni les deux, ni voilà. Donc je trouve que ça se prête tout à fait à la lecture. Ne pensez pas que vous l'avez déjà lu parce que vous nous avez entendu en parler. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Merci Christine.